Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue. Ah oui, il faut que j'allume tout ça. Hop là. Et donc bienvenue à ce conseil de quartier Bordeaux Sud. Je me présente, je suis Pauline Le Gardien, je travaille à la mission démocratie permanente de la ville de Bordeaux et je serai accompagnée de ma collègue Alix Brouillon et ensemble on va animer ce conseil de quartier. Donc, par rapport à l'ordre du jour, nous aurons l'introduction d'Olivier Cazot et ensuite nous aurons deux sujets. Le premier qui sera pour la politique énergétique et qui sera présenté par deux collègues qui travaillent sur ce sujet et qui est commun à l'ensemble des conseils de quartier de la ville. Et le deuxième, qui a été choisi par les habitants qui ont voté au sondage et qui concernera la politique en matière de propreté. Et ensuite, nous finirons par une conclusion et puis il y aura le pot à la fin de cette réunion. Alors, pour lancer un peu cette réunion, on va vous proposer deux petits brise-glaces et vous demander de quelle partie du quartier vous venez. Donc, qui vient plutôt du secteur Capucin-Victoire, à main levée. Ok, je dirais une vingtaine de personnes. De la gare Saint-Jean ? Petite dizaine. Saint-Michel ? Pareil, ok, très bien. Et de Carl Vernet-Belsier. Ok, super. Je pense que vous êtes légèrement majoritaire. Alors une deuxième question, qui participe à ce conseil de quartier, un conseil de quartier pour la première fois à main levée. Alors il y a quelques personnes, mais bienvenue à vous, et qui participent au conseil de quartier de manière régulière. Et c'est un petit peu moins, donc on a plus de nouveaux aujourd'hui, ce soir. Alors, on vous a distribué à l'entrée des fiches d'évaluation, donc n'hésitez pas à les remplir, ça permet aussi de faire évoluer le format du conseil de quartier, et également des fiches contacts. Donc, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir, ou vous avez envie de poser des questions qui n'ont pas forcément de rapport avec ce conseil de quartier, n'hésitez pas aussi à les remplir, on les récupérera à la fin de ce conseil de quartier. Quelques règles pour ce soir, donc pour nos échanges. Donc vous allez avoir deux temps de 30 minutes pour poser vos questions. Donc on voulait simplement vous rappeler de s'écouter, de ne pas se couper la parole. On va essayer d'alterner les prises de parole femmes-hommes, de solliciter aussi les personnes qui n'auraient pas forcément pris la parole. Et enfin, surtout d'utiliser le micro lors de vos questions parce que la séance du conseil de quartier est enregistrée et elle sera disponible sur le site Bordeaux Participation. Voilà pour les quelques règles pour ce soir. Et donc, Monsieur Cazot, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur le maire, Pierre Romic, qui n'a pas pu venir faire l'introduction de ce conseil de quartier. Il le fait d'habitude sur tous les quartiers de Bordeaux, mais là, aujourd'hui, il est à Paris. Il représente la ville de Bordeaux à l'association des maires de France, où il y a plus de 15 000 maires qui sont réunis en ce moment à Paris pour parler des différentes communes et des problématiques qui sont liées à l'exercice de maire de communes. Voilà. Je tiens aussi à remercier tout d'abord l'équipe de la démocratie permanente qui anime donc ce quartier, l'équipe de la mairie de quartier et tous les services qui vont intervenir. Parce que aujourd'hui, c'est le dernier conseil de quartier de notre mandature. Et depuis le 1er septembre, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle une période de réserve. Donc les élus ne prennent pas trop la parole, puisqu'il ne faut pas qu'on parle de notre bilan. Il ne faut pas qu'on fasse la promotion du bilan. Ici, c'est une réunion municipale, donc il faut qu'on s'en tienne à des faits, à des informations. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, et ce sera les services qui vont présenter donc les deux sujets qui ont été retenus aujourd'hui. Alors le premier sujet, c'est le sujet de l'énergie. Alors ce sujet, c'est un sujet que l'on a choisi en tant que maire, voilà, pour que ce soit présenté sur l'ensemble des 8 quartiers de la ville de Bordeaux. Donc pourquoi l'énergie ?
Parce que l'énergie, c'est quelque chose qui est commun à tous. On se rend compte qu'on en a besoin. Vous voyez, ici, sans énergie, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et du coup, en ce moment, on voit bien qu'il y a eu des chocs énergétiques avec la guerre en Ukraine. Il y a des prix qui flambent. Il y a des choix énergétiques qui peuvent se faire au niveau du pays. Donc, on a besoin de connaissances et la ville, comme les habitants, ont un souci énergétique. Et pour amorcer cette transition un petit peu énergétique, nous, on va s'appuyer sur 3 piliers. La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et après le développement des énergies renouvelables. Alors les services vont présenter ce que l'on fait au niveau de la ville et au niveau du quartier de manière plus précise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce que l'on peut faire aussi d'un point de vue individuel. Voilà, donc la sobriété, si on essaye d'expliquer ce que c'est que la sobriété, alors les services vont vous expliquer au niveau municipal qu'est-ce que l'on fait, mais au niveau individuel, qu'est-ce que c'est que la sobriété? La sobriété, qu'est-ce que c'est? C'est faire quelque chose avec un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on peut essayer de réfléchir à moins consommer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir pour moins consommer? Bon, je vais prendre un exemple. Moi, j'aime bien prendre des exemples. Si vous achetez un appareil électroménager, a priori, si vous voulez faire du café, vous achetez une cafetière. Voilà, bon, ça me paraît assez simple. Mais après, si on commence à réfléchir d'un point de vue énergétique, il y a des cafetières avec une petite horloge. Voilà. Alors on peut se demander, le petite horloge, est-ce que c'est intéressant ou pas? Bon, peut-être ou pas. On en a dans le four, on en a au poignet, on en a dans le téléphone. Mais mine de rien, cette petite horloge, si elle est sur une cafetière, elle va consommer 5 Wh, c'est-à-dire 5 watts pendant 1 heure, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et quand j'achète ma cafetière, si je prends une cafetière sans horloge, tout simplement, je vais faire acte de sobriété, parce que ma cafetière, c'est pour faire du café, et c'est pas forcément pour avoir l'heure. Voilà, c'est ça un petit peu la sobriété, c'est de réfléchir à ce qui est peut-être un petit peu superflu, et qui permet de faire des économies. Alors, dans la maison, il y en a plein. Sur tous les petits trucs qui traînent, les mises en veille, etc., on peut réfléchir, etc. Bon. Mais ce n'est pas le sujet, voilà. Et après, on passera sur nos sujets municipaux. Et pour l'efficacité énergétique, je vais prendre aussi un petit exemple dans la maison. L'efficacité, c'est avoir une technologie qui est plus efficace, de manière à économiser l'énergie. Parce que la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne produit pas. Si on ne la produit pas, elle ne pollue pas, etc. On n'a pas besoin de la transporter. Il y a plein d'avantages. Et si on prend l'exemple de l'éclairage, tout simplement, alors là, vous avez un éclairage néon. Bon, c'est pas mal. Mais si on fait l'histoire de l'éclairage, au départ, il y avait une ampoule. Tout le monde a eu des ampoules. Voilà, si on prend une ampoule de 100 watts, elle va éclairer. Mais elle ne va pas faire que éclairer. Sur mon ampoule de 100 watts, il y en a 90 watts, ils vont produire de la chaleur. Et 10 watts, de la lumière. Autrefois, on avait beaucoup d'ampoules à incandescence. Et ces ampoules, petit à petit, elles ont été remplacées par une autre technologie. La meilleure, c'est la LED. Entre-temps, il y avait le néon. Et ça permet, mais du coup, les LED, si vous pouvez mettre la main, il n'y a plus de chaleur. On a supprimé la chaleur. Et du coup, avec 10 watts électriques, on a 10 watts de lumière. Alors qu'avant, il fallait 100 watts d'électrique pour faire 90 watts de chaleur et 10 watts d'éclairage. C'est ça l'efficacité. L'efficacité, c'est utiliser l'énergie à bon escient. Et on verra tout à l'heure dans les bâtiments municipaux comment on fait. Et après, sur les énergies renouvelables, bon, on en parlera, mais tout le monde connaît un petit peu ce que c'est. On fera tout à l'heure un petit quiz. Donc, pour revenir à notre quartier, voilà, donc c'est de ce sujet. Et après, avant de donner la parole au service, je fais quelques petits points d'information sur le quartier. Alors, à côté, nous avons inauguré il n'y a pas longtemps le parc du Pont Roulant. Vous le voyez, il est à gauche. C'était un outil industriel qui permet de porter des charges lourdes pour pouvoir réparer les trains et les locomotives. Il a été inauguré, aménagé. Et vous voyez donc ces aménagements, ça fait un espace vert et un poumon supplémentaire dans le quartier qui en a bien besoin. Après, d'autres aménagements. Alors, vous avez vu un petit peu là déjà la promenade le long de la Garonne. Pour l'instant, depuis le pont Saint-Jean, on s'arrête au niveau de la Méca. Et ça va poursuivre. Le but, c'est que
Ça se poursuit jusqu'au pont Simone Veil, bien sûr. Donc là, ça va arriver. Il va y avoir des travaux qui vont commencer là, dans pas longtemps, parce qu'on a besoin de faire passer une ligne à haute tension, enterrée, bien sûr, le long des berges. Et après, on pourra continuer cet aménagement le long de la Garonne. Un aménagement assez qualitatif, où le paysagiste a eu un prix pour cet aménagement. Après, les grands travaux. Bon, ça, les grands travaux, vous ne pouvez pas y manquer. Quand vous allez à la gare, de l'autre côté, il y a une dizaine de grues en ce moment qui sont plantées au niveau du projet Canopia. Voilà. Donc, vous voyez cette espèce de rue qui est en face, là. Ce n'est plus l'ancienne rue bordelaise qui est maintenant a été donc nommée lors du dernier conseil municipal de Bordeaux promenade du port de la Lune. Voilà. Alors promenade parce que comme c'est pas circulé, c'est pas une rue ni un cours, donc on a préféré la terminologie de promenade. Et port de la Lune parce que jusqu'à présent sur Bordeaux, il y avait absolument, on parle du port de la Lune, mais on ne le voyait jamais, il n'était jamais nommé. Donc voilà pourquoi on a choisi ce nom-là. Plus près de nous, juste à côté, bon, il y a eu un groupe scolaire provisoire qui a été ouvert cette année à la rentrée. Et bonne nouvelle, le groupe scolaire définitif, il est en construction, puisqu'à côté, il y a 2 grues qui sont en train de commencer cette construction qui, en principe, devrait être réalisée pour la rentrée 2027. Voilà, donc le groupe scolaire définitif devrait être fini pour la rentrée 2025. Et puis juste à côté, le fameux chantier Lumi, qui avait été abandonné pendant des années et qui a été repris et qui sera aussi livré bientôt. Voilà donc les grands travaux du quartier, qui est un quartier qui est quand même en pleine évolution. Dernière diapositive, les rendez-vous. Alors moi j'organise des rencontres avec des riverains, c'est le mardi matin et le jeudi après-midi. Et depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, j'ai rencontré 63 personnes, soit en entretien individuel, soit en entretien soit des associations, soit des collectifs d'habitants ou de commerçants. Voilà. Et après, on se déplace, nos équipes se déplacent assez facilement avec les médiateurs que nous avons pour pouvoir rencontrer les gens quand il y a des difficultés ici ou là. Les événements à venir, donc vous allez avoir donc la tapisserie de d'Aubusson qui va être voilà, pour voir au conservatoire. Voilà. Cette semaine, à la fin vendredi prochain, donc Monsieur le maire, Pierre Remic, il viendra quand même dans le quartier puisque nous avons ce qu'on appelle un pied d'immeuble au bout de la rue du professeur Deveau, une rue qui a été longtemps en travaux et qui est enfin finie. Voilà. Après, nous avons pour nos enfants le retour pour la 3e année consécutive du manège de la route du Père Noël qui sera sur la place de la Victoire, un marché de Noël rue Camille Sauvageau, la semaine de l'arbre, comme chaque année, nous allons faire donc une distribution d'arbres. Donc cette année, ça sera le 6 décembre. Et comme tous les ans, c'est un samedi, c'est sur la place des Capucins. Voilà. Et cette année, nous distribuerons des arbres fruitiers. Voilà, à noyaux et à pépins. Et voilà, donc vous choisirez. L'année dernière, on en avait une centaine. Et généralement, ça part quand même assez vite pour les gens qui veulent du quartier. Après, nous avons d'autres expositions. Le Essaimage, qui est une exposition qui va se faire au Théâtre du Port de la Lune. Et à la fin, il y a le Château Palette, qui est aussi dans ce cadre d'essaimage, qui peut accueillir et qui qui gagne à être connu. C'est à côté de la place de la Victoire, rue Élie Gentrac. Voilà les animations du quartier. Et maintenant, je donne la parole donc au service pour qu'il passe la présentation de la politique énergétique de la ville. Je vous remercie. Merci Monsieur Cazot pour cette introduction. Alors effectivement, on va passer au sujet ville, donc qui est la politique énergétique à l'échelle de la ville et de votre quartier. Donc ça sera Claire Carré qui est responsable du service réseau de chaleur et Fanette Culzo qui est responsable de la mission décret tertiaire. Donc elles travaillent toutes les deux au sein de la Direction générale de la transition écologique et des ressources environnementales qui vont vous présenter le sujet. Avant de vous présenter le sujet, on a prévu quelques questions, une question brise-glace.
Est-ce que vous pouvez juste passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Je vous remercie. Et encore la suivante. La première question, donc une question sur les types d'énergie. Est-ce que ces types d'énergie sont, selon vous, renouvelables? Alors, à main levée, qui pense que l'énergie solaire est une énergie renouvelable? Quelques mains se lèvent à ma droite, quelques mains à ma gauche. Très bien. On vous apportera ensuite les éléments de réponse. Qui pense que l'énergie éolienne est une énergie renouvelable? Un petit peu plus de mains également dans la pièce. Pour poursuivre, qui pense que l'énergie fossile, donc charbon, gaz, pétrole, est une énergie renouvelable? Une dame, une personne. Qui pense que l'énergie nucléaire est une énergie renouvelable? 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes. Et qui pense que la biomasse est une énergie renouvelable? Donc on a un petit peu plus de mains, ouais, très bien. Qui pense que le biogaz est une énergie renouvelable? Quelques mains à ma droite, un petit peu moins à ma gauche. Et enfin, qui pense que l'électricité est une énergie renouvelable? Pas de... Une dame, deux mains, 3 mains se lèvent. Et je passe la parole à Madame Cluzot pour les réponses à ce premier brise-glace. Merci. Oui, alors pour répondre aux questions, donc il y a des réponses justes, il y a des réponses un peu moins justes. Déjà une petite définition des énergies renouvelables, c'est quoi? Donc les énergies renouvelables, qu'on appelle aussi ENR en sigle, elles sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées, voilà. Et elles permettent de produire de l'électricité, mais pas que, de la chaleur, du froid, du gaz, du carburant, du combustible. Et ces sources d'énergie, elles sont considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Et elles n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Et donc elles se distinguent, ces énergies renouvelables, des énergies fossiles, polluantes, et dont les stocks diminuent, donc comme voilà, le charbon, le gaz, le pétrole, donc, qui n'est pas une énergie renouvelable. Donc il y a 5 grandes familles d'énergie renouvelable. Hein, l'énergie éolienne, qu'elle soit terrestre ou en mer, qui permet de produire de l'électricité. Il y a l'énergie solaire, donc photovoltaïque, ou thermique, ou thermodynamique, qui permet de produire de l'électricité, mais aussi de la chaleur pour les panneaux solaires thermiques. Il y a la biomasse, qui permet de produire donc, du chauffage à partir de bois déchets, mais voilà, Claire en parlera mieux tout à l'heure, et qui permet de produire aussi de l'électricité via les déchets. L'énergie hydraulique, qui est une énergie renouvelable, qui permet, avec la force de l'eau, qui permet de produire de l'électricité, et la géothermie, qui est la chaleur du coup de la terre, qui permet de produire souvent de la chaleur. Voilà. Donc différentes sortes d'énergie renouvelables. Donc l'électricité n'est pas en tant que telle une énergie renouvelable. Hein. On se sert des énergies renouvelables ou non renouvelables pour produire de l'électricité. Voilà, le nucléaire n'étant pas non plus une énergie renouvelable, mais permettant de produire de l'électricité. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On peut passer? Super. Voilà, donc ça, Olivier Cazot en a très bien parlé. Donc, et l'énergie, on parle de 3 sujets en les gradant. L'idéal, c'est de ne pas consommer d'abord, donc de réduire ses besoins, donc en parlant de sobriété. Le deuxième sujet, c'est concernant les bâtiments notamment, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, donc à la fois l'enveloppe des bâtiments, mais aussi tout ce qui est à l'intérieur, donc les équipements de chauffage, tous les équipements qui consomment de l'énergie. Et ensuite, l'énergie dont on a quand même un tout petit peu besoin, l'hiver pour se chauffer, voilà, l'idée est de la produire à partir d'énergies renouvelables et si possible locales. Voilà, pour avoir un impact, on va le voir après, sur la planète qui est moindre. Juste une petite, par rapport à ce schéma-là, pour agir sur les bâtiments existants, des petites notions de pourcentage de déperdition thermique d'un logement. Pour un logement qui n'est pas du tout isolé ou mal isolé, les déperditions en toiture, ça peut être entre 25 à 30% des consommations d'énergie. Et donc des déperditions. Par les fenêtres, ça peut être 10 à 15%, donc c'est un petit peu moins. Les ponts thermiques, donc ça c'est ce qu'on appelle les jonctions entre les planchers, où souvent vous pouvez voir apparaître de la moisissure, ça peut quand même être 5 à 10%. Le plancher bas, donc c'est-à-dire le sol, hein, c'est entre 7 à 10%. Les murs
qui ne sont pas isolés, ça peut être à 20 à 25% des déperditions énergétiques. Et enfin, l'air qui est renouvelé. Alors ça peut être bien parce que ça permet d'avoir une bonne qualité d'air à l'intérieur des bâtiments, mais ça peut être aussi des sources de déperdition de 20 à 25% d'énergie. Donc il y a d'où l'idée d'avoir une conception et une rénovation des bâtiments qui prennent en compte tous ces aspects pour limiter la consommation d'énergie des bâtiments. Et la réglementation nous y aide en fait à intervenir, que ce soit en logement. Alors c'est pas la même réglementation en logement. Là on a mis la réglementation qui s'applique aux bâtiments publics et notamment le décret tertiaire qui nous oblige à réduire les consommations d'énergie finale, donc celles qu'on facture, que l'on paye réellement des bâtiments, de façon très drastique, de l'ordre de moins 60% à horizon 2050. Donc c'est une diminution nette et ambitieuse de réellement ce que l'on consomme dans les bâtiments publics. Et tout ça dans l'idée d'aller vers la neutralité carbone à horizon 2050. Donc la réglementation nous y aide, que ce soit le décret tertiaire ou la future directive sur l'efficacité énergétique qui a été parue mais qui n'est pas encore totalement traduite en termes de décret dans le droit français, qui arrive avec une loi du 30 avril et qui va arriver aussi pour nous imposer à rénover un certain nombre de parcs de bâtiments tous les ans. La réglementation, elle nous oblige pour réduire l'empreinte carbone, tout ça évidemment pour limiter l'empreinte sur le dérèglement climatique que l'on connaît tous à nos échelles. Donc quelques chiffres clés. Chaque année, depuis 2024, la ville investit environ 5,8 millions d'euros pour l'efficacité énergétique, de façon très ciblée, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ça a permis en 2024 de dépenser moins d'énergie que les autres années, 1,2 million d'euros de dépenses de fluides qui ont été évitées. Que ce soit, il y a aussi sur l'eau. L'eau n'est pas une énergie en tant que telle, c'est un fluide, mais que l'on ne paye pas assez cher encore d'ailleurs aujourd'hui. On intègre aussi évidemment les consommations d'eau dans cette thématique énergie et énergie renouvelable. Et un autre chiffre qui est intéressant, c'est l'atteinte en 2024 d'un taux d'autonomie énergétique pour le patrimoine de la ville, donc là qui intègre les bâtiments et l'éclairage public, 29%. En fait, cet indicateur d'autonomie énergétique, il permet de mesurer la part de ce qu'on produit énergétiquement et de façon renouvelable localement par rapport à la consommation totale des bâtiments municipaux et de l'éclairage public. Donc ça veut dire qu'on a 29% que l'on produit localement par rapport à notre consommation. Et avec nos actions, on devrait essayer d'améliorer cette autonomie énergétique et encore à l'avenir. Voilà. Hop. Peut-être. Merci beaucoup pour ces premières explications. Donc on va vous poser une deuxième petite question par rapport au mix énergétique pour la consommation des bâtiments municipaux du quartier. Donc il y a plusieurs sources énergétiques utilisées. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être l'option A avec 41% d'électricité renouvelable, 45% de gaz et 14% de chaleur renouvelable, c'est-à-dire avec le réseau de chaleur. Est-ce que pour vous, ça peut être ça? Pour ceux qui pensent que c'est cette option-là, on a une main qui se lève. 2. Ok. Est-ce que c'est plutôt l'option B, avec 34% d'électricité renouvelable, 29% de gaz et 37% de chaleur renouvelable issue du réseau de chaleur? On a une petite dizaine de mains levées, on va dire. Et est-ce que c'est plutôt l'option C, avec 60% d'électricité renouvelable et 40% de gaz? Ok, une personne. Très bien. Madame Cluzot, je vous laisse. Alors la réponse est la réponse B. La réponse A, c'est à l'échelle de la totalité de la ville. Et la réponse B, c'est le quartier. Et effectivement, ma collègue va le présenter à la suite.
enfin pas tout à fait, mais bientôt. Il y a un réseau de chaleur sur le quartier, donc il y a 14 bâtiments municipaux qui y sont raccordés, il y en aura 15 bientôt avec le nouveau groupe scolaire Frida Kahlo. Voilà, donc il y a beaucoup de bâtiments qui sont raccordés, donc on a plus de chaleur renouvelable à l'échelle du quartier qu'à l'échelle de la ville globalement. On a la chance dans ce quartier d'avoir un réseau de chaleur. Voilà. Et donc voilà, c'est l'illustration voilà, de ce pourcentage. Voilà. Et donc là, on a, alors c'est un mix énergétique, on a globalisé l'électricité. Vous pouvez dire l'électricité, pourquoi ils ont mis électricité renouvelable. On achète 100% d'électricité de type renouvelable, garantie d'origine, avec 43% en 2024 de tracé local, donc qui ne va pas plus loin que la grande région, on va dire, Aquitaine. Voilà, donc l'électricité qu'on achète pour les bâtiments municipaux est 100% d'origine renouvelable. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis voilà, de mettre comme dans le mix énergétique. Voilà. Quelques illustrations de travaux qu'on a pu faire donc en 2024-2025. Donc des travaux de remplacement d'éclairage en LED. Donc là, vous en avez un exemple direct au-dessus de vous. Donc on n'est pas en néon, on est déjà remplacé en LED, voilà, avec une diminution à peu près par 4 hein, du niveau de consommation d'énergie par rapport à avant. Et on a fait pareil sur l'école maternelle Menu, sur la crèche Gaspard Philippe, l'école élémentaire Ferdinand Buisson, la maison des danses. Voilà. On installe aussi donc pour l'eau des robinets hydroéconomes, hein, c'est-à-dire qui consomment peu, comme vous faites chez vous aussi également, à l'élémentaire Menu, à l'auberge de Jeannette Barbet, et une grosse opération de rénovation-extension de la manufacture, voilà, qui est actuellement en cours de travaux. Voilà, on a quelques illustrations sur cette diapo suivante. La manufacture qui, en théorie, devrait être livrée en novembre 2026, si je ne me trompe pas. Voilà. Et qui est d'ailleurs un bâtiment qui va être labellisé bâtiment frugal bordelais. Voilà. Donc pas que avec une énergie intéressante, mais aussi des matériaux biosourcés. On a voilà, un bardage bois avec de la vêture. On a des murs à ossature bois avec de l'isolant fibre de bois sur la partie surélévation. Il y a une démarche de réemploi aussi sur ce réemploi de matériaux. Voilà, et des espaces qui sont mutualisés pour essayer d'avoir un bâtiment rénové, étendu, mais compact et, voilà, et qui densifie l'occupation et les usages. Merci pour ces explications. Alors, on a une troisième question, cette fois-ci sur le réseau de la provenance de la chaleur du réseau de chaleur urbain. Alors d'après vous, d'où provient la chaleur du réseau de chaleur? Est-ce qu'elle provient, pour les personnes qui pensent que oui, du rayonnement solaire? Est-ce qu'il y a des mains levées? Une main timide, deux mains levées. Est-ce qu'elle provient de la combustion du bois déchet? Pour les personnes qui pensent oui. Quelques mains à ma droite, 4 mains à ma droite. Est-ce qu'elle provient du vent? Pas du tout de main levée. Est-ce qu'elle provient de la géothermie? Un petit peu plus, ouais. Quelques mains levées également à ma droite et à ma gauche. De la combustion du gaz? 3 mains levées, 4, 5 mains levées. Et enfin, de la combustion d'ordures ménagères. Donc là, on a beaucoup plus de mains levées. Et donc, Claire, pour les éléments de réponse. Merci. Ouais. Alors, sur un réseau de chaleur, on peut avoir une production qui est effectivement faite par le rayonnement du soleil. Mais on n'en a pas sur Bordeaux Métropole, enfin, sur Bordeaux et d'autres communes. Ce sont des choses qu'on trouve, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe. La combustion du bois déchet, ça oui, puisqu'on a plusieurs centrales biomasse qui sont en service sur la métropole. Il faut savoir que le bois qu'on brûle, c'est du bois qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose. Quand il y a un arbre qui pousse en exploitation de forêt, on va d'abord prendre les parties nobles pour faire des matériaux de construction ou des meubles en bois ou en panneaux de bois. Et tout ce qu'on ne peut pas utiliser, nous on le récupère en plaquettes forestières et c'est ce qu'on vient brûler dans nos chaufferies biomasse. Donc on considère que c'est une énergie renouvelable parce qu'en fait le CO2 émis compense celui qui a été absorbé pendant la vie, la croissance de l'arbre. Donc c'est renouvelable et on en a sur la métropole. Le vent, non.
La géothermie, mais oui bien sûr, parce que l'eau sous nos pieds, elle est chaude. On a plusieurs puits à plus de 1000 mètres sur la métropole, donc là on va chercher une eau à 50 degrés. La combustion du gaz, oui, on peut faire de la chaleur avec, et on a un secours gaz sur toutes nos productions pour pallier à des pannes et également venir faire l'appoint. Quand il y a des périodes de grand froid, on est obligé de compléter avec un petit peu de gaz. La combustion d'ordures ménagères, oui, et c'est notamment le cas du réseau que vous avez sur Bordeaux Sud, qui s'appelle Bordeaux-Bègles Énergie. Je vais peut-être expliquer le principe des réseaux de chaleur, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très connu du grand public. On a une unité de production qui est alimentée donc, par des énergies renouvelables et de manière plus anecdotique par le gaz. On va chauffer de l'eau qu'on va emmener dans un tuyau, donc c'est le trait rouge que vous voyez, de l'eau chaude qui va venir en pied de bâtiment et on va échanger la chaleur avec l'eau du bâtiment dans un échangeur. L'eau va repartir refroidie, donc c'est le tuyau bleu, elle retourne à l'usine de production et ça tourne en boucle comme ça avec une grande majorité d'énergie renouvelable sur la métropole. Et donc sur votre quartier, vous avez la chance d'être alimenté par la chaleur fatale, donc c'est de la chaleur qui serait perdue sinon, de l'incinérateur, enfin l'usine de valorisation énergétique qui est à côté de la zone de Bègles-Larsin, si vous voyez cette grosse usine qui est éclairée en rouge la nuit. Alors pourquoi on fait des réseaux de chaleur sur la métropole? D'abord parce que c'est une grosse contribution à la lutte contre le changement climatique. En fait, on vient remplacer du gaz par une énergie renouvelable, donc ça réduit les gaz à effet de serre de 80%. On utilise des sources d'énergie locales, renouvelables. On ne va pas chercher du gaz en Russie, ça c'est quand même intéressant. On se débarrasse de nos chaufferies gaz en pied d'immeuble, c'est-à-dire que l'appoint gaz il est en général en centrale, et donc dans les immeubles collectifs ou les bâtiments publics, on n'a plus de chaufferie gaz. Et enfin, un élément intéressant aussi face aux fluctuations géopolitiques qu'on a en ce moment, c'est qu'on a des tarifs beaucoup plus stables et beaucoup moins soumis aux caprices du marché. Parce que quand on achète du bois, c'est un tarif qui est très stable. Et on achète aussi, par exemple, de l'électricité pour faire fonctionner la géothermie. Malheureusement, ça ne marche pas complètement tout seul. On se débrouille pour faire des achats sur des durées longues, des achats d'énergie renouvelable. Donc on peut acheter, comme l'a dit Fanette tout à l'heure, de l'achat direct sur de l'usine hydroélectrique ou des panneaux, ce qui nous permet d'avoir une garantie de tarif dans le temps. Alors, vous n'allez pas vous le voir, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui très peu de cas d'alimentation de maisons particulières. On alimente des bâtiments collectifs, des équipements publics. Donc c'est plutôt votre syndic qui va l'avoir la facture. Mais on a quand même maintenant un nombre important de logements qui est desservi par ces réseaux de chaleur sur la métropole. Voilà, dans votre quartier, vous avez sur la droite le tracé du réseau. Donc on voit la canalisation principale qui vient le long de la Garonne depuis l'unité de valorisation énergétique et qui vient se diffuser dans vos quartiers, donc autour de la gare. Récemment, il y a eu des travaux rue Melbec aussi. Je ne sais pas si vous avez été embêtés par les travaux. Mais en tout cas, c'est un réseau qui va continuer à se développer dans ce quartier-là. L'usine, vous l'avez sur la gauche, sur la production de chaleur. Et sur la droite, vous pouvez reconnaître en fait les tuyaux qu'on pose. Ce sont des tuyaux calorifugés, de manière à ce que la chaleur qu'on envoie ne parte pas pour chauffer les petites bêtes. Donc il y a un calorifuge jaune qu'on voit autour de ces tuyaux. Et on pose toujours 2 tuyaux. Ça prend assez de place en tranchée. Donc on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, certes. Il faut faire quelques petits travaux. Mais en tout cas, ça vaut le coup en termes d'autonomie énergétique, de tarifs et d'impact carbone. Merci beaucoup. On continue avec donc un sujet sur le photovoltaïque. Donc là, pareil, on va vous poser des petites questions pour savoir, selon vous, il y a combien de sites municipaux qui sont solarisés? Donc, qui pense qu'il y en a 28? 28 sites municipaux qui seraient solarisés. Ok, on a 2 personnes. 54. Ok, une petite dizaine, je dirais, un petit peu moins. Et 81 sites, qui pensent qu'il y a 81 sites municipaux qui sont solarisés. On va dire 3 ou 4 si j'ai loupé quelques informations. Madame Carré, je vous laisse la main. Alors, et la réponse est
54 sites municipaux solarisés, donc c'est plus de 6000 MWh produits par an. Alors ça vous parle certainement pas ces quantités de chaleur, mais c'est l'équivalent de à peu près 1350 foyers. C'est un objectif, un chiffre qui a vocation à augmenter, puisque à chaque fois qu'il y a une rénovation ou une construction, les services vont se poser la question, est-ce que je peux mettre du panneau sur le toit? Et si on peut, on le fait. Pour ces nouveaux panneaux, on priorise les installations en autoconsommation, donc ça vient augmenter le degré d'autonomie énergétique de la ville, comme l'a dit Fanette tout à l'heure. Les avantages des panneaux photovoltaïques, c'est en premier lieu la réduction des émissions de CO2. Hein. Le solaire, c'est complètement décarboné, si on fait abstraction de la production du panneau. C'est simple, donc c'est des technologies qui aujourd'hui se démocratisent. Hein. Vous avez beaucoup de fournisseurs et puis ça devient de plus en plus facile de les installer. Et ça permet également de lisser votre facture d'électricité et pas de dépendre des tarifs du marché. Là, c'est une illustration des panneaux qui sont installés sur les bâtiments communaux. Donc vous avez le groupe scolaire Simone Veil et l'école élémentaire Barbet qui sont en autoconsommation. Et des sites un peu plus anciens, la Maison des Danses, l'espace vert Vernet et le marché des Douves, qui eux sont en revente d'électricité. Alors, un troisième sujet qui vous touche plus directement, c'est les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique mis en place par Bordeaux Métropole. Alors, vous avez dû suivre un petit peu les affres des discussions sur le dispositif national. Qui va, qui vient, qui repart. Bon, ça, on n'y peut rien, mais la métropole a une politique forte en termes d'aide aux particuliers. Donc il y a des conseillers Marénov que vous pouvez consulter. C'est des conseils qui sont neutres et gratuits, hein, on n'a rien à vendre, on n'a que du conseil, et qui peuvent vous conseiller pour rénover votre logement. Ça revient un petit peu à la petite maison qui était projetée au début. Pourquoi on fait ça? C'est pour réduire l'empreinte carbone. C'est bien pour vous parce que vous allez payer beaucoup moins cher. Ça valorise votre logement. Aujourd'hui, quand vous vendez une maison, on regarde l'étiquette énergétique. Ça rentre vraiment en compte dans le choix d'une maison et dans le prix qui est associé. Et en termes de confort, quand vous avez une maison bien isolée et pas humide, ça change vraiment la vie. Je l'ai vécu, je l'ai fait chez moi. Donc je vous parle en connaissance de cause. Alors une petite illustration des dispositifs d'aide. Vous pouvez bénéficier d'une aide si vous faites une rénovation globale, c'est-à-dire que vous allez à la fois changer votre chaudière gaz contre une pompe à chaleur, réisoler vos combles et faire de l'isolation par l'extérieur. Vous changez les menuiseries, ça c'est ce qu'on appelle une rénovation globale. Vous pouvez prétendre jusqu'à 6 900 € d'aide par projet. Mais il y a aussi des aides pour les rénovations par geste, parce que parfois vous ne pouvez pas tout faire. Mais si vous souhaitez, par exemple, changer vos menuiseries ou isoler vos combles, il peut y avoir des aides pour ces gestes-là. Donc c'est à hauteur de 1 900 € d'aide. Il y a également des aides pour installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation, donc jusqu'à 2 400 €. Et également des aides qui peuvent vous permettre de financer le remplacement des vieux chauffages au bois qui sont quand même très polluants. Donc si vous voulez remplacer une cheminée ouverte par un poêle performant et fermé, il y a des aides du fonds Airbois à hauteur de 1 000 € d'aide par projet. Ça, je le mentionne aussi, même si ça vous concerne moins, il y a également des aides sur les copropriétés. Ça, c'est une petite illustration, parce que le montant des aides varie en fonction des revenus du foyer. Donc, par exemple, sur un projet de rénovation globale pour un foyer de revenus, foyer revenu modeste, les travaux, ça coûte un peu cher quand vous faites tout à la fois. Donc là, c'était une facture estimée à 63 000 € en tout, et le reste à charge n'est que de 12 000 €. C'est quelque chose que vous allez pouvoir rentabiliser très rapidement sur vos factures d'énergie. Et notamment quand, par exemple, vous avez à la fois du gaz et de l'électricité, et que vous basculez que sur de l'électricité, rien que le fait d'enlever l'abonnement gaz, c'est vraiment très intéressant financièrement. Sur un montant à peu près identique de travaux éligibles, si vous êtes en revenu supérieur, vous allez avoir un reste à charge plus élevé, ce qui reste quand même logique.
à hauteur de 38 000 euros. Et si vous avez des revenus intermédiaires pour une rénovation par geste, par exemple 13 000 euros de travaux, vous pouvez avoir un reste à charge de 8 000 euros. Donc, enfin, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment, si votre logement n'est pas bien isolé, de faire la démarche, d'aller voir les conseillers France Rénov'. Ça coûte rien et au final, vous pouvez y gagner beaucoup et la planète aussi. Je crois que c'est fini après. Ah, et la dernière petite cerise sur le gâteau, je fais mon petit instant pub pour les applications développées par Bordeaux Métropole. Donc une application toute récente sur la géothermie, donc, qui concerne moins les particuliers en milieu dense, parce que pour faire de la géothermie, il faut quand même avoir un peu de place. Donc c'est une appli qui peut vous permettre de voir en fait la ressource qui est sous vos pieds. Il y a des mailles 100 mètres par 100 mètres sur toute la métropole et vous avez accès à le type de nappe qui est sous vos pieds, la température et ce que vous pouvez en tirer comme énergie. Ensuite, une application qui est très intéressante, c'est la thermographie aérienne. Vous pouvez visualiser s'il y a beaucoup d'émissions de chaleur par votre toit. Donc ça, c'est une bonne indication déjà pour savoir si ça vaut le coup d'isoler vos combles. Et une dernière application qui est le cadastre solaire, qui vous permet d'évaluer le potentiel de vos toitures et éventuellement de remballer les démarcheurs téléphoniques qui veulent vous vendre des panneaux sur votre toiture au nord. On est un peu harcelé, mais ça peut aussi vous donner des idées pour installer des panneaux sur votre toit et bénéficier de l'électricité locale et moins chère. C'est fini. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation très intéressante. Donc, je vous propose qu'on passe au temps de questions-réponses. Donc, on a une demi-heure. On rappelle juste quelques règles. Donc, il y a nos collègues derrière en mairie de quartier qui vont passer les micros et on va prendre des séries de 3-4 questions. Et ensuite, on va vous apporter des éléments de réponse. On reprendra une série de 3-4 questions et on aura des éléments de réponse. Donc, voilà, on a une petite demi-heure. Donc je vois qu'il y a déjà une première question et rappel des règles aussi, on essaye de faire des interventions courtes pour que chacune et chacun puisse s'exprimer. Donc il y a madame tout au fond qui a une question. Si je peux me permettre, j'en ai même deux. Pour la rénovation énergétique, au niveau des aides, je suis assez étonnée, j'ai voulu refaire des fenêtres dans Bordeaux Centre. Budget 30 000 euros, aide 100 euros par fenêtre. Donc quand je vois 6 000 euros, j'aimerais avoir le détail. Enfin, si vous pouvez un peu expliciter ce que vous avez comme proposé comme aide. Et deuxième question, est-ce que dans Bordeaux Centre, on peut mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des copropriétés? Ou est-ce que c'est une ESCO et c'est pas possible? Merci pour cette première question. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite s'exprimer? Personne. Je vous laisse encore 2-3 secondes si une main timide peut-être a une question. Sinon, on va vous apporter des éléments de réponse. Ah, je vois qu'il y a un monsieur tout au fond. Oui, monsieur. Je voudrais savoir si, au niveau ça a évolué au niveau des ordures ménagères, puisqu'on les brûle, si ce qu'on a gagné en brûlant moins de produits alimentaires, par exemple, et si le tri, quand il est moins bien fait, on brûle davantage de cartons, par exemple, qui n'ont pas été... Et si ça a un impact là-dessus. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses au niveau du confort d'été dans un quartier comme Belsier, où il y a pas mal de constructions neuves et où au niveau conception, on n'a pas forcément pensé à ça, et où on se trouve avec des gens qui veulent installer des climatisations parce que c'est plus tenable dans les immeubles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on passe aux réponses à ces questions. Ah. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, j'habite en copropriété, je voulais savoir, parce qu'il était évoqué la possibilité de pompe à chaleur, je voulais savoir quelle était la position de Bordeaux Métropole sur l'installation de pompes à chaleur dans des résidences situées dans Bordeaux. Ok. Une dernière question peut-être avant de passer aux réponses à ces questions. Bon.
Ah, monsieur, oui. Et ce sera la dernière. C'est une question peut-être un peu plus personnelle, mais est-ce qu'il y a une politique un peu de... Enfin, pas une politique, mais est-ce qu'il y a une procédure un peu pour une installation de pompe à chaleur ou de clim par rapport au voisinage, par rapport aux nuisances? Est-ce qu'elles doivent se tenir à tant de mètres d'un mur? Est-ce qu'on a le droit de l'installer sans faire de déclaration? Ce genre de choses. Voilà, pour vérifier que tout soit bien fait dans les règles. Merci pour ces questions. Je vous propose qu'on passe aux réponses. Peut-être Claire ou Fanette, est-ce que vous souhaitez apporter des éléments de réponse? Alors, on va essayer, sachant que je ne suis pas conseiller France Rénov'. Enfin, ma Rénov' d'ailleurs, parce que France Rénov', c'est le dispositif national. Sur les fenêtres, je ne sais pas de quand ça date, votre demande d'aide, mais il y a les dispositions ont évolué, donc c'est peut-être pour ça. Ça date du début d'année. Bah alors, je vais tirer le joker parce que je n'ai pas le cas particulier pour vous répondre. C'est pas grave, mais voilà, c'était sur un budget à peu près de 30 000 €, c'était 100 € par fenêtre, donc avec beaucoup de paperasse, et pour 400 €, c'était voilà. Après, c'est vrai que les aides par geste sont moins intéressantes que les gestes pour la rénovation globale. Mais en appartement, disons que le global est peu de marge de manœuvre. Voilà, est plus compliqué parce que c'est la copropriété et les fenêtres. On est en simple vitrage sur des grandes hauteurs et on gagnerait beaucoup, mais c'est un énorme budget. Voilà, donc je referai un tour sur votre site voir s'il y a un peu plus d'explications. Merci. Oui. Et sur les fenêtres, moi je voulais juste quand même attirer l'attention, c'est que les fenêtres c'est bien, mais on a vu que au niveau des déperditions, c'est pas ce qui permet d'économiser le plus. Et en fait, il y a une question de qualité d'air après à l'intérieur de vos logements qui va rejoindre d'ailleurs la problématique du confort d'été avec la nécessité de ventiler les logements, de pouvoir les ventiler. Et quand on isole au niveau des fenêtres et qu'on n'a pas de VMC, notamment dans les salles de bain, cuisine, etc., ça peut créer des problèmes de qualité d'air, de moisissure intérieure qui sont importants. Oui, alors je peux répondre moi sur plusieurs sujets. Alors le sujet de l'UNESCO. Alors ça c'est un sujet qui a été très problématique en début de mandature, puisque 90% des demandes d'installation de panneaux photovoltaïques étaient refusées, pas forcément par le cadre de l'UNESCO, mais par les bâtiments de France. Voilà, l'architecte des bâtiments de France, il refusait absolument toute installation. Après des discussions, quand même, maintenant, c'est le contraire. C'est 90% des installations qui sont acceptées. Alors, pourquoi? Parce que monsieur le maire s'est mobilisé très fortement. Et nous avons convoqué donc, les bâtiments de France, les architectes des bâtiments de France, et on est arrivé à un mode un consensus, une manière de présenter les panneaux, de les installer sur le toit. Ce qui fait que maintenant, l'architecte des bâtiments de France considère un panneau photovoltaïque comme un élément verrier, comme si c'était autrefois une verrière. Alors il faut le poser de certaines manières, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit de manière symétrique, plutôt en bas, etc. Bon, peu importe. Quand vous faites votre déclaration de travaux, votre permis de construire, nous avons donc à Bordeaux un architecte qui est spécialisé dans l'étude des installations des panneaux photovoltaïques que l'on a recruté et qui permet donc d'aider le particulier ou l'entreprise qui veut installer ces panneaux photovoltaïques pour qu'elle les installe et que dans le respect des préconisations de l'ABF. Donc maintenant, on refuse très peu d'installations de panneaux photovoltaïques traditionnels. Après, monsieur le maire aussi, on a décrété aussi le Bordeaux ville solaire. Alors ville solaire, on a voulu être pionnier dans cette démarche. Et l'année dernière, on a organisé un salon des solutions solaires. Parce que c'est bien d'avoir la volonté politique, mais c'est bien aussi d'avoir les solutions techniques. Et dans ce salon, alors c'était réservé aux professionnels, et ce salon, donc on a challengé tout un tas de fabricants. Et maintenant, il y a des fabricants qui font des ardoises, c'est-à-dire qu'un bâtiment comme un ardoise, qui est solaire, c'est-à-dire que
De loin, on a l'impression que c'est de l'ardoise, et puis en fait, c'est un mini panneau solaire qui va permettre de recouvrir des panneaux, des bâtiments qui sont classés monuments historiques. Et sur le quartier, on a la chance d'avoir le premier bâtiment qui sera équipé comme ça. Tout à l'heure, il était en photo, c'était l'école des Beaux-Arts. Donc l'école des Beaux-Arts va être restructurée, donc c'est pour ça qu'il va être rénové entièrement, aussi raccordé au réseau de chaleur. Et sur son toit, en ce moment, il y a des grandes ardoises, et elle va être remplacée par des mini panneaux solaires qui font exactement le même aspect que l'ardoise. Donc ça, c'est quelque chose, un produit qui est assez révolutionnaire, parce que non seulement le panneau photovoltaïque, il a l'aspect de l'ardoise, mais aussi il faut qu'il ait l'étanchéité et le modèle d'accroche pour que ce soit comme si c'était des vraies ardoises, alors que c'était un mini panneau photovoltaïque. Donc vous voyez que dans ce qu'on appelle l'efficacité énergétique de tout à l'heure, là c'est quelque chose on était très proactif, et du coup quand on va avoir un gros bâtiment comme ça, parce que c'est un bâtiment qui est métropolitain maintenant, donc on va avoir toute la toiture de l'école des Beaux-Arts, je ne sais pas si vous voyez comment elle est, mais c'est quand même une sacrée surface, et on aura l'impression que c'est des ardoises, alors que ça sera des panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez, la technologie évolue, et aussi on arrive avec une volonté politique forte, je dois le dire, à faire avancer les choses dans ce sens-là. Donc là, maintenant, 90% des demandes d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits sont acceptées. Et pour répondre à un monsieur qui veut installer donc une pompe à chaleur, oui, il faut demander à minima une déclaration de travaux. C'est obligatoire. Voilà. Et après, il ne faut pas la poser n'importe comment. Alors au niveau du droit des sols, on peut vous dire oui pour une installation d'une pompe à chaleur. Mais après, dans le droit commun, si vous avez à côté du voisinage qui se plaint du bruit, vous pouvez aussi avoir des problématiques avec vos voisins. Et je peux vous dire que sur le quartier, il y en a pas mal, puisque toutes les demandes et problématiques arrivent à la mairie de quartier. Voilà, donc prenez des précautions. D'abord, demandez une déclaration préalable, c'est obligatoire. Et après, avec vos voisins, il faut l'installer pour pas qu'il y ait de nuisance, parce que c'est effectivement, en ville, c'est un problème, c'est que ça fait du bruit. Mais le mieux, c'est quand même, la pompe à chaleur, si vous refroidissez l'intérieur du bâtiment, vous chauffez la ville. Hein. Mais donc, il faut quand même faire... si on peut éviter, trouver d'autres solutions, ça serait quand même mieux. Il y avait un troisième point. Ah oui, le confort d'été. Quelqu'un qui m'a posé la question sur le confort d'été. Alors c'est vrai que tous les bâtiments qui ont été construits encore récemment, les permis de construire, ils devaient répondre à la RT 2012, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, qui est une réglementation, mais qui ne prenait en compte que le confort d'hiver, c'est-à-dire l'économie de chauffage, etc. Et cette réglementation, elle ne prenait pas en compte le confort d'été. C'est quelque chose qui a été embêtant, parce que tous les permis de construire, et nous à la mairie de Bordeaux, on a essayé on le voyait bien, parce que bon, on est quand même, moi je suis écologiste depuis longtemps, et c'est quelque chose que l'on reconnaît. Le réchauffement, on est en train de le prendre de plein fouet, et nous ne sommes pas faits pour combattre la chaleur. D'un point de vue organisme, on combat beaucoup mieux le froid, parce qu'on peut se couvrir, mais le chaud, au bout d'un moment, on suffoque, on ne dort plus, si on ne peut plus transpirer pour évacuer la chaleur, on est mal. Et le confort d'été, justement, on a essayé de le faire rentrer en créant le label Frugal Bordelais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Dans le label Frugal Bordelais, donc tous les projets maintenant qui passent, qui ont permis de construire, je siège, tous les maires de quartier, moi je siège dans l'étude des permis de construire, et dans ce cadre-là, du bâtiment Frugal Bordelais, on essaye de prendre en compte le confort d'été, et on demande aux promoteurs qu'est-ce que vous avez prévu, etc., etc. Donc là, il y a plusieurs bâtiments, je n'en ai pas parlé là tout à l'heure, mais parce qu'il y a des projets, les permis de construire ne sont pas encore affichés, mais bon, on a vu que les promoteurs, maintenant, ils mettent des stores, ils mettent des volets. C'est pas comme, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu
la polémique qu'il y a eu l'été dernier sur les bâtiments qui étaient à Brazza, où il y a un promoteur qui a livré un immeuble. Une façade plein ouest, c'est le pire d'un point de vue solaire, puisque le soleil il se couche, il est horizontal, il rentre dans les appartements, il chauffe derrière les vitres, c'est infernal. Et il n'y avait pas de volet, pas de store, etc. Et ça fait polémique. Là maintenant, tous les bâtiments qui vont être livrés, c'est à minima une protection solaire. Donc ça, c'est la casquette. Le mieux, c'est que le soleil ne tape pas sur la façade et sur les vitres. Les casquettes, les stores, etc. Et après, sur certains PC, permis de construire, il y a des bâtiments qui sont maintenant beaucoup mieux ventilés, avec des murs qui ont une énergie thermique plus importante. On peut prendre en compte le confort d'été, mais ce n'est pas encore une réglementation nationale. Nous, on arrive, on rentre ça, on essaie de rentrer ça avec le label Frugal Bordelais, qui est un label que l'on demande maintenant pour tous les nouveaux permis de construire. Voilà. Mais il y a 5 ans, ce label n'existait pas. Je vais juste compléter sur le froid. Il faut savoir que sur le réseau de Bordeaux-Bègles Énergie, on a 2 bâtiments qui sont alimentés en froid à partir du chaud. Donc, en fait, ça répond aussi à la question sur la quantité de déchets, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de chaleur fatale qu'on peut se permettre de faire du froid avec du chaud. Donc c'est le mécanisme de pompe à chaleur à absorption, donc c'est de la transformation chimique. Ça, c'est un projet privé, mais avec achat de chaleur à Bordeaux-Bègles Énergie. Canopia sera aussi desservi en réseau de froid à partir de la chaleur fatale de l'usine d'incinération et avec un refroidissement en Garonne. Les réseaux de froid, c'est des choses sur lesquelles on commence vraiment à se poser des questions très très sérieusement, hein, parce qu'avec tous les épisodes caniculaires qui se multiplient, on sait bien qu'on va devoir y arriver. Après, ça reste très compliqué économiquement et aussi techniquement, parce que autant tous les bâtiments ont un réseau de radiateurs, ou des radiateurs, vous n'avez pas chez vous ou dans des immeubles des réseaux qui peuvent emmener le froid hydrauliquement, quoi. Donc c'est des réflexions que la métropole aura l'année prochaine, notamment dans le cadre des plans locaux de chaleur et de froid. Et juste sur la quantité de déchets, tout ce qu'on peut trier est trié, et c'est vraiment que les déchets dont on ne peut rien faire qui sont incinérés, et il y en a largement assez sur l'UVE de Bègles. On fait à la fois de la chaleur et de l'électricité, donc on n'est pas du tout inquiet sur ce point-là. Juste pour compléter sur la partie confort d'été, on a parlé d'amélioration énergétique, donc isolation. Il y a des isolants pour le confort d'été, notamment les isolants qu'on appelle biosourcés, hein, qui sont à base de laine de bois, fibres de bois, chanvre, ouate de cellulose, voilà, qui sont bien plus efficaces. Alors certes, il y a encore un petit coût. Alors c'est évidemment des choses qui sont intégrées dans le label Frugal Bordelais, mais à titre individuel, je vous invite quand même à essayer même si c'est un petit peu plus cher, vous allez en confort d'été y gagner. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on passe de la solution réseau de chaleur qui est maintenant déployée à des réflexions sur les réseaux de froid. Et c'est vrai que la question va être plus sur comment se protéger l'été que l'hiver. Voilà. Et il y a aussi tout le système de rafraîchissement nocturne, donc de ventilation la nuit dans les logements qui peuvent être traversants, qui permet quand même de gagner. Et ça, c'est de la sobriété, c'est des choses qui coûtent pas grand-chose, c'est de l'énergie humaine à mettre en place pour rafraîchir les logements la nuit. Et je pense qu'on a tous été confrontés à faire ça cet été, et on va tous être confrontés à le faire dans les années à venir. Voilà. Et il y avait peut-être une dernière question sur les copros. Oui, c'est ça. La position de BM pour l'installation de PAC dans les appartements des copropriétés, c'est ça en fait. Voilà. Peut-être vous voulez répondre là-dessus ou... Voilà, pour éviter que chacun dans son appartement ait sa pompe à chaleur sur son balcon. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu l'idée, mais... Enfin, ça, il faut voir avec le syndic. Là, il y a la personne qui est référente pour les copropriétés, c'est le syndic. Donc là, le mieux, c'est d'avoir quelque chose de groupé. Voilà. Merci. Est-ce qu'avant de passer au sujet propreté donc, que vous avez choisi, il y a des questions encore sur le sujet énergie ? Sinon, je vous propose qu'on passe au sujet propreté.
Donc effectivement, deuxième sujet à l'ordre du jour, la politique publique en matière de propreté. Et donc, pour celles et ceux qui participent, donc il y a un sondage qui part au ce qu'on appelle notre fichier quartier, c'est-à-dire les habitants qui souhaitent recevoir les informations pour leur quartier. Et donc, ce sondage vous permet de voter pour vos sujets que vous souhaiteriez aborder. Et donc là, il y a 195 habitants qui ont voté et le sujet propreté est ressorti à la majorité. Donc, on l'a mis à l'ordre du jour de ce conseil. Et donc, je laisse donc la parole à Stéphanie Coyot, qui est directrice de la gestion de l'espace public au pôle territorial de Bordeaux. Et puis, en fin de présentation, à Laetitia Pintio, de la direction générale proximité et relations avec les populations de la mairie de Bordeaux pour aborder ce sujet. Et Ça y est, ça marche? J'appuie. Il faut appuyer là, il faut viser l'ordi là-bas. D'accord. Bonjour à tous. Donc je vais essayer en quelques diapositives de vous présenter la propreté sur Bordeaux, ce que nous faisons au quotidien. Et puis dans une deuxième tranche, je vous expliquerai un peu plus en détail ce qu'on fait sur votre quartier. Donc la propreté sur Bordeaux, en fait, c'est 3 services territoriaux qui interviennent sur la totalité du territoire. Et c'est pour nous 425 km de voirie à entretenir tous les jours, plusieurs fois par jour, et on intervient 7 jours sur 7 et jusqu'à 21h sur 24. Ça veut dire qu'on est déployé essentiellement le matin, à partir de 6h du matin. Mais par contre, on a aussi des équipes qui interviennent l'après-midi, des équipes qui interviennent de nuit et des équipes qui interviennent le samedi et le dimanche, alors dans des proportions un petit peu différentes, mais on est quand même déployé sur 7 jours sur 7. En complément de nos interventions, on a des prestations qu'on dit externalisées, c'est-à-dire qu'on fait appel à des prestataires qui sont soit des prestataires d'insertion, soit des sociétés privées. De façon générale, en fait, on a sur le quartier du centre historique de Bordeaux, on a une prestation qui est réalisée par un prestataire externe et qui allie à la fois les prestations de collecte des déchets et les prestations de propreté. L'idée, c'est d'arriver à faire les choses en même temps et d'essayer d'être le plus efficace possible. Mais dans le même temps, on fait aussi intervenir des prestataires d'insertion pour faire ce qu'on appelle le balayage manuel. C'est les gens que vous voyez passer avec les pinces et qui ramassent les déchets à nos côtés. Et enfin, sur le quartier sur les 3 quartiers du centre-ville de Bordeaux, donc Bordeaux Sud ici, Bordeaux Centre et le secteur des Chartrons, on réalise 3 fois par semaine la collecte des encombrants sur inscription et aussi la collecte des dépôts sauvages. En plus de tout ça, nos équipes interviennent pour tout ce qui va être un petit peu qui va être un petit peu événementiel. Donc de l'événementiel pas très ludique parfois, c'est-à-dire les manifestations sur voirie, les violences urbaines. Vous avez en photo l'état de la ville après le passage des agriculteurs l'année dernière au mois de janvier. Donc ça, c'est une nuit entière de travail de nos équipes pour remettre la ville à peu près au propre. On intervient également sur tout ce qui va être en accompagnement d'événements sportifs pour remettre la ville en état. Récemment, le semi-marathon, les matchs au stade Atlantique, la fête de la musique. Cette année, typiquement, c'était un dimanche, donc les équipes ont toutes travaillé le dimanche. C'est un samedi, les équipes ont toutes travaillé le samedi matin pour qu'à 10h du matin, les gens en se levant après avoir fait la fête voient une ville qui était à peu près en état. On intervient aussi pour tout ce qui va être ramassage de tous les déchets qui sont déposés par la Garonne à chaque fois qu'il y a une inondation sur les quais de Garonne. Et puis ensuite, on a une intervention un peu plus marginale pour tout ce qui va être la gestion des déchets qui sont attachés au squat. La petite photo que je vous ai mise en bas, c'est un lendemain de fête de la musique, justement. Pour vous dire un petit peu ce que vous ne voyez pas finalement quand vous êtes rentrés. Mais nos interventions ne se limitent pas à ça. La propreté, c'est aussi le retrait des graffitis. Alors la photo est intéressante parce que, en fait, le retrait des graffitis, notre priorité d'intervention, c'est d'intervenir sur tout ce qui va être haineux, ce qui va être injurieux, ce qui va inciter globalement à la haine. Et ça, en fait, on intervient en retrait d'office. Par contre, pour tous les autres graffitis, on intervient sur demande de retrait et, soyons clairs, on intervient si on peut, si on a le temps. Là, typiquement, sur la photo, et c'est pour ça que je l'ai indiqué, le gros tag noir, en fait, on n'a aucune obligation de le retirer.
C'est quelque chose qu'on fait si c'est demandé. Par contre, vous voyez le petit tag qui est juste à côté, sur le côté droit, il y a écrit ACAB. Et ça, c'est un tag injurieux, c'est un tag haineux. Et là-dessus, on doit absolument se déployer. On se déploie, on intervient là-dessus avec des équipes qui interviennent toute la semaine pour en retirer. Dans le même temps, on travaille sur tout ce qui va être affichage sauvage, c'est le retrait des affiches. Les affiches, en général, elles sont installées sur des panneaux d'affichage libre, elles sont installées sur les panneaux JC2Co qu'on voit. C'est de l'affichage JC2Co, mais par contre, il y a des gens qui en posent sur des immeubles, des propriétés individuelles. Et notre mission, c'est de les retirer. Et lorsque on arrive à identifier les personnes qui les ont apposées, il nous arrive de facturer le retrait de ces dépôts sauvages, de ces affichages sauvages quand il y en a. Notre dernier niveau d'intervention, c'est un petit peu particulier, c'est qu'on intervient sur le désherbage des rues. Mais le désherbage des rues, en fait, c'est une compétence qui est partagée entre nous, pardon, qui est partagée entre nous et les riverains. C'est-à-dire que nous, propreté, on intervient pour désherber ce qu'on appelle le caniveau et la tête de bordure. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de préserver nos éléments de voirie, de préserver l'écoulement des eaux. Mais par contre, toute la végétalisation qui va pousser à la jonction entre le bâtiment et le trottoir, que ce soit le règlement sanitaire départemental, que ce soit le règlement de police municipale, en fait, tout ça n'est pas retiré par la propreté, c'est à la charge du riverain. C'est à lui de choisir s'il souhaite que son pied d'immeuble soit végétalisé ou pas. Notre intervention à nous va se limiter au retrait des plantes invasives. C'est-à-dire que si en pied d'immeuble, vous avez un figuier qui pousse et qui risque derrière de déstructurer la chaussée, de travailler sur les fondations de votre maison, s'il y a des herbes de la pampa qui poussent, nous, on va intervenir pour les retirer, pour éviter qu'elles se disséminent. Mais en dehors de ça, en fait, c'est pas le service de propreté de Bordeaux Métropole qui va intervenir pour désherber les rues. Typiquement, le désherbage des pieds de bâtiments municipaux, c'est la mairie qui le fait. Et je sais que la mairie de quartier, c'est un projet collectif de mairie. C'est les services de la mairie qui font ça eux-mêmes dans l'application de ce règlement. Je vous ai mis ici quelques données à l'échelle de Bordeaux qui, sur cette année, sont, à mon sens, assez édifiantes. Donc les chiffres que vous avez sont des données comparées entre 2023 et 2024. De façon globale, notre niveau de collecte des déchets sur la régie, c'est-à-dire tout ce qui va être déchets de corbeille, déchets de balayage, ordures ménagères ramassées en dehors des bacs, ce qu'on appelle nous les poches hors bac. En fait, on a fait 12 362 tonnes l'année dernière, mais c'est 14% de plus que l'année précédente. Et tous nos indicateurs l'année dernière sont du même acabit. Vous le voyez, juste sur le cœur historique, c'est 1200 tonnes de déchets collectés. On est à plus 22% par rapport à l'année précédente. Pour les encombrants, on a fait pareil, à peu près 11 200 tonnes, plus 12% cette fois-ci. Et pour nos interventions, globalement, pour constater des incivilités, en quantité, ça a augmenté de 18%. On va dire que tout ça est attaché à l'usage de la ville. En fait, la ville vit beaucoup plus, la ville est plus peuplée, on intègre de nouveaux bâtiments, on intègre de nouvelles personnes. Mais de façon globale, en fait, la propreté, je veux dire, en subit les conséquences, dans le sens où l'ensemble de ces indicateurs de qualité, du moins de quantité surtout, sont fortement à la hausse. Plus précisément sur votre quartier, qu'est-ce que c'est la propreté ? Donc la propreté, c'est 20 agents qui interviennent tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 5h45. Et ils font des prestations assez classiques, c'est-à-dire qu'on a des balayeuses. Alors 5h45, c'est leur heure d'embauche, donc techniquement, ils sont chez vous un petit peu plus tard quand même. Mais la plupart du temps, et pour beaucoup d'endroits, ils sont passés avant que vous soyez levés. Donc ils font le nettoyage global, c'est du balayage, c'est donc le passage de la balayeuse, c'est le passage du souffleur, c'est le lavage, c'est du lavage. C'est aussi la collecte de toutes les corbeilles. Et c'est la collecte de tous les déchets qui sont déposés en dehors des bacs à ordures. Un déchet qui est déposé dans un bac à ordures est collecté par le service collecte. À partir du moment où il a été déposé à côté, en fait, c'est considéré comme une incivilité et c'est collecté par la propreté. Et donc c'est vraiment deux services qui fonctionnent en parallèle, en fait. Mais en plus de ça, tous les après-midi, tous les week-ends et la nuit, en fait, on a une série de points sensibles qu'on a identifiés avec la mairie de quartier sur lesquels on a nos équipes qui passent parce qu'on s'aperçoit que ces zones-là ne tiennent pas la journée.
En plus, tous les après-midi, je vous disais tout à l'heure qu'on a du personnel d'insertion qui intervient à nos côtés, qui intervient et qui arpente dans les rues pour faire ce qu'on appelle le piquetage, donc ramasser là une bouteille, là une gourde de pomme pote qui a été abandonnée. Et on a des gens qui passent toute la journée pour faire ça. Et en plus de ça, 3 fois par semaine, donc pour vous les lundis, mercredis, vendredis, on a des gens qui sont inscrits à la collecte des encombrants. Donc on passe pour collecter tous ces encombrants. Et au passage, là aussi, travailler avec la mairie de quartier, on a une série de points sur lesquels on passe systématiquement, qu'il y ait des gens qui se soient inscrits ou non à la collecte des encombrants, parce qu'on sait que c'est, nous, ce qu'on appelle des points de cristallisation. Il y a des dépôts sauvages qui sont quasi systématiques. Ce qui fait un niveau de déploiement qui est assez important et assez significatif sur le quartier. Ne nous cachons pas que ce niveau de déploiement est le plus important des 8 quartiers de Bordeaux Métropole. Quelques chiffres spécifiques sur Bordeaux Sud. Le nombre de demandes d'usagers, donc ça en fait c'est les gens qui appellent à la proximité pour 2 raisons. La première, pour s'inscrire parce qu'ils ont un encombrant à jeter, qui s'y inscrivent pour qu'on vienne la chercher. Et la deuxième, c'est des gens qui ont quelqu'un qui a fait un dépôt sauvage chez eux, qui appellent pour nous le signaler. Le rendez-vous encombrant est assez stable. En fait, on a eu 3000 inscriptions l'année dernière. Le signalement de dépôt sauvage, par contre, est en baisse assez significative. Mais dans le même temps, donc en fait, on a une baisse de 8%. Mais dans le même temps, nous, on a ramassé 16% de déchets en plus. C'est-à-dire qu'on a plus de dépôts, on a moins de signalements. Donc quelque part, je dirais on est un peu moins aidé. Dans le même temps, et pour être sur un côté un peu positif, en fait, on a le service déchets a implanté, je crois qu'ils les ont tous fait l'année dernière, 110 bornes de déchets alimentaires sur tout votre quartier. Donc ces bornes-là ont vocation à vous permettre d'évacuer les biodéchets que vous produisez. Parce que en hypercentre, en fait, il est très difficile d'installer des composteurs. Hein. Sur nos balcons, ça passe pas très très bien. Dans nos arrière-cours, c'est pas forcément très pratique. Donc il y en a 110 qui ont été installés. Et dans le même temps, depuis, je crois c'est mi-octobre, il me semble que ça a commencé. On a un centre de recyclage mobile qui fonctionne et qui vous accueille les 2e et les 4e mercredis de chaque mois. C'est quelque chose qui a vocation en fait à venir compenser le fait que en secteur hyper-urbain, il est difficile d'avoir des déchetteries qui soient implantées. Je vais regarder ça du côté de la propreté. Pour nous, c'est quelque chose de très précieux. C'est-à-dire que tous les déchets que vous amenez directement au centre de recyclage, que c'est des déchets qu'on a moins de chances de récupérer sur la voie publique en tant que dépôt sauvage. Donc pour nous, le fait que le service déchets puisse mettre en place ce type de service, c'est vraiment une grosse avancée pour nous. Ça vous donne la possibilité d'aller jeter justement la machine à café dont parlait M. Cazot tout à l'heure. En fait, cette machine à café, c'est pas un encombrant, parce que son volume, sa taille ne fait que c'est pas un encombrant, mais je peux tout à fait entendre qu'il soit pas forcément simple de faire 5 km à pied pour aller la jeter à la déchetterie. Aujourd'hui, là où avant octobre, vous n'aviez pas de solution, aujourd'hui, vous avez une solution pour le faire. Dans le même temps, nous, ça c'est une initiative de la propreté, vous les avez peut-être vus, ces petits collecteurs qui sont installés sur les quais, c'est ce qu'on appelle des bobs. Et en fait, ça nous permet de venir collecter le verre sur des lieux où il y a beaucoup de pique-niques, et les emballages aussi. C'est quelque chose qu'on a installé en complément des bornes d'apport volontaire de verre, que vous avez disséminé sur la ville, mais sur les quais, on ne pouvait pas en installer parce que sur les quais, on ne peut pas rouler avec un gros véhicule parce que les quais sont en arche. Et donc, on ne peut pas rouler avec des gros véhicules qui risqueraient finalement de finir dans la Garonne. On a mis ça en place sur ces lieux où il y avait des pique-niques et où nos équipes de propreté ramassaient très souvent dans les espaces verts des quantités astronomiques de bouteilles. On fait cette expérimentation depuis maintenant juin, juillet, août, septembre, octobre, depuis 5 mois. Et on commence à en avoir les premiers résultats. Et nos équipes, en fait, quand elles viennent le matin sur ces sites-là, même s'il a fait très beau, même s'il y a eu le feu d'artifice à Bordeaux le 14 juillet, en fait, on n'a pratiquement plus de déchets au sol sur ces zones-là. On les retrouve dans nos bacs. Et en fait, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'en les retrouvant dans nos bacs, on a vraiment une qualité de tri qui est excellente. C'est-à-dire que dans le bac de verre, le verre, en fait, on ne retrouve aucun déchet de carton.
Et à contrario, dans le bac jaune, le bac de tri, et dans les corbeilles autour, en fait, on retrouve là non plus aucun déchet de verre. Ce qui pour nous est super intéressant, parce que comme nos déchets vont à l'unité de valorisation Valbom, en fait, c'est des choses qui ne sont pas refusées. C'est pour le coup des déchets sur lesquels les gens font un effort de tri, et cet effort-là est récompensé parce que ça part dans la bonne filière. Je continue le zoom sur votre quartier. Alors là, je vous ai mis, vous allez voir, ces trois diapos pour vous donner une petite idée de finalement notre quotidien, de ce qui se passe quand on intervient et après qu'on soit intervenu. Donc là, on est sur le marché des Capucins, sur la place des Capucins. Donc vous avez les horaires. Un samedi, on est passé à 14h30. Donc vous avez un point d'apport volontaire, une borne à déchets, on est passé, tout est net. Alors effectivement, le sol aurait pu être mieux lavé, je peux l'entendre. Et on revient 1 heure après. Et voilà. On voit même plus la borne à déchets tellement il y a de déchets qui ont été posés contre. Alors je vous mets la suivante. Alors là, il faut regarder un petit peu, mais là donc on est sur la rue qui fait le tour de la place des Capucins. Donc là c'est pareil, fin du marché, on est passé, moi mes équipes ont nettoyé la voirie. Ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui sont passés avec un souffleur, qui ont poussé les déchets, des gens qui sont passés à la balayeuse, et la balayeuse a collecté tous ces déchets-là. On revient 1 heure après. Et en fait, le marché a été nettoyé. Et donc, tous les déchets qui étaient sur la partie de la place du marché ont été poussés et ont fini sur la voirie. Donc, il faut que je revienne, parce que c'est ça, là. Je suis bien d'accord. Et là, c'est la même chose. Alors, on a fait les photos toute la même journée, mais c'était juste pour vous illustrer ce qu'on vit tous les samedis, en fait. Et pour certains, tous les jours. Donc là, c'est pareil. Une corbeille, on la vide, on la nettoie bien, on ramasse tout. 1 heure après, de nouveau, autant de déchets ramassés au sol. Je veux pas, en vous montrant ces photos-là, je veux pas dire que mes équipes n'ont pas à faire leur travail. C'est notre travail, c'est notre rôle de gérer ça. Mais il faut imaginer que revenir tous les jours et avoir ces éléments-là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Surtout quand on sait notre niveau de déploiement. Donc ce graphique, c'est juste pour vous illustrer le nombre de fois qu'on vient. Chaque barre horizontale, en fait, c'est un passage, c'est une personne qui vient dans la journée. Sur le marché des Capucins, en fait, le week-end, on vient 9 fois. Dans les 9 fois, en fait, on a 2 personnes qui viennent collecter les corbeilles, on a 3 personnes qui viennent ramasser les poches par terre, on a 2 personnes qui viennent faire du lavage, et enfin, on a 2 personnes qui viennent faire le balayage de la chaussée. Et voilà ce qu'on ramasse. On a fait la même chose sur le marché sur le secteur Saint-Michel-Canteloup. On n'a pas fait des photos 1 heure après. Je me suis dit qu'on n'allait quand même pas vous plomber trop l'ambiance, en fait. Mais ça, c'est une petite idée de ce qu'on ramasse. Et là, je vous ai mis le même graphique. Et sur la place Saint-Michel, c'est, je vais dire encore mieux ou encore pire, je ne sais pas trop. Mais sur la place Saint-Michel, on vient jusqu'à 13 fois par jour. La petite barrette en violet qui est sur le samedi, c'est parce que justement la place Saint-Michel, c'est ce qu'on appelle pour nous un point sensible. Et donc, on a des équipes qui viennent spécifiquement, donc elles ne sont pas sur une tournée, elles viennent vraiment pour collecter les déchets autour de la place Saint-Michel. Alors, ma collègue vous expliquera tout à l'heure que ça c'est le constat, hein, mais en fait, en face du constat, on met en place des actions avec la mairie pour essayer d'améliorer les choses. On travaille avec les commerçants pour essayer de faire changer les choses. On a la brigade d'incivilité qui vient nous aider. Donc, on agit sur le curatif, sur le volet propreté, mais dans le même temps, on essaie aussi quand même de faire changer les choses et de faire changer les pratiques. En dehors de ça, et vous l'avez certainement lu dans la presse, on a mis récemment un coup d'accélérateur sur l'évacuation des vélos épaves sur la ville de Bordeaux. Les vélos épaves, en fait, on en enlève en général entre 500 et 800. Donc un vélo épave, en fait, je vous ai mis la définition, mais en détail, c'est absolument sans détail. C'est un vélo qui est stationné sur un emplacement vélo ou accroché à une grille, qui reste longtemps et sur lequel, en fait, on n'a pas de doute sur le fait que c'est un vélo qui n'est pas utilisé. Donc en général, les freins sont manquants. Alors juste le fait qu'il manque la selle n'est pas suffisant pour dire que c'est un vélo épave, parce que certains l'enlèvent pour ne pas se la faire voler, et on sait même que certains enlèvent aussi les roues. Donc c'est pas suffisant. Mais en fait, on a bien défini les éléments, et dès lors que, en fait, il y a des signes apparents de rouille, dès lors que
On a les freins notamment qui ne marchent pas ou des éléments qui sont significatifs de sécurité qui sont manquants. En fait, c'est considéré comme un vélo épave. Et là, en fait, depuis maintenant 2 mois, on travaille avec la brigade anti-incivilité et avec la police municipale pour faire des opérations pour enlever de façon massive les vélos. Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'en général on en faisait 400 et 800, en fait on les fait à la demande. C'est-à-dire on nous dit il y a un vélo, on vient le chercher, on revient chercher un autre vélo, et donc on n'est pas ultra efficace. Là en fait on fait des actions. Sur chaque intervention, en fait, c'est entre 30 et 40 vélos qui sont enlevés dans la matinée. Typiquement, en fait, on en a enlevé 105 en 3 interventions. Mais élément, je vais dire bien plus intéressant, c'est que comme la police municipale, avant qu'on retire les vélos, les marque, en fait, elle met une affiche dessus. Mais en fait, on a 24 vélos qui avaient disparu quand on est arrivé. J'espère que c'est leurs propriétaires qui les ont récupérés. Mais en tout cas, on avait 24 vélos qui n'étaient plus là. Donc ça veut dire quand même que, fort de ces éléments-là, et il y a une nouvelle intervention qui est prévue la semaine prochaine, on a 130 emplacements vélos qui ont été libérés avec cette action-là. Alors ces vélos, on ne les jette pas, hein. Ils sont réinscrits dans un cycle de valorisation, vu qu'on a on a un éco-organisme qui vient les récupérer, et on a une association bordelaise qui récupère les meilleures épaves pour essayer de les recycler ou de récupérer des morceaux pour avec plusieurs vélos, faire un vélo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la propreté. Je vais laisser la parole à ma collègue. Bonsoir. Effectivement, je vais compléter la présentation de Stéphanie par des éléments complémentaires mis en œuvre d'un point de vue davantage coercitif et qui ont vocation à contribuer au maintien de la propreté dans la ville. La première chose que je voulais vous présenter, c'est les actions de la brigade anti-incivilité déchets. C'est une brigade qui est dans la police municipale, qui a été créée maintenant il y a 1 an, composée de 4 agents au départ, qui voit son effectif monter progressivement. Cette brigade-là, elle s'occupe d'incivilité et pas uniquement des déchets. Elle a des actions sur les débits de boissons, les commerces. Donc je vais vous présenter quelques chiffres à l'échelle de votre quartier. Sur 2025, elle a effectué 55 contrôles de débits de boissons et commerces. Donc sur ce sujet-là, elle contrôle les licences, les affichages, le respect des horaires, différents points donc, administratifs et de contrôle physique sur les établissements. Ça a généré 24 procédures sur ces établissements, toujours à l'échelle du quartier. Cette brigade intervient aussi sur les dépôts sauvages. Donc là, on revient sur le sujet des déchets. Elle a fait 58 procédures sur des dépôts sauvages. Donc ça veut dire que ce sont des dépôts qui sont identifiables et sur lesquels il est possible de verbaliser le propriétaire. Elle organise également des opérations communes avec des services de l'État dans le cadre de CODAF. Alors, je ne sais pas exactement ce que signifie l'acronyme, je ne pourrais pas vous le développer, mais en tout cas ce sont des actions menées avec la police nationale et d'autres services de l'État tels que les douanes par exemple, donc qui ont une vocation un peu plus large. Et qui viennent compléter donc l'action de notre brigade, et des contrôles sanitaires, donc c'est plutôt avec les services de la métropole dans un premier temps et parfois également avec des services de l'État sur demande des services de la métropole, et donc là ça représente 22 opérations. Il y a également un petit lot d'opérations telles que des interpellations, il y en a eu 5 en 2025. Au sein du quartier Bordeaux Sud, il y a des chiffres sur le secteur spécifique Capucin et Ligentrac, où on comptabilise 35 contrôles débits de boissons et commerces, dont 8 qui ont donné lieu à des procédures, et 11 procédures environnementales relatives à des dépôts. Donc ça fait un peu le pendant avec les actions propreté, dont on peut voir des chiffres qui sont assez significatifs, concentrés sur un secteur, sur le quartier. La diapo suivante, il y a un zoom sur 2 secteurs
du quartier. Les abords des Capucins, dans un premier temps. Là, je vais vous parler d'actions qui ont été mises en œuvre aux abords du marché couvert. Donc, il ne s'agit pas de l'emprise du marché, mais plutôt des abords, les rues, places à proximité. Il y a un constat de dépôt, donc un peu à l'image des photos qui ont été présentées précédemment, un constat de dépôt au niveau de ces abords. Et les équipes de la ville, notamment la police, mais également la mairie de quartier, viennent régulièrement sur ce site-là. Et dans le cadre d'opérations conjointes, où il y a des contrôles, donc l'identification des déchets, comme je l'indiquais précédemment, sur les dépôts sauvages, mais aussi sur les terrasses. Voilà, il y a différents contrôles qui sont mis en place régulièrement par les équipes. Et spécifiquement sur 2025, en plus de ces opérations qui peuvent avoir lieu régulièrement, on a fait 2 opérations un petit peu plus consistantes, si je peux dire, avec davantage de services de la métropole et de la ville. Donc elles ont eu lieu à un mois d'intervalle, en mai et en juin. Sur ces opérations, 11 établissements ont été ciblés, ont été contrôlés sur différents aspects de déchets, d'hygiène. Ça a donné lieu à un suivi de 9 établissements au niveau de l'hygiène. Et donc là, ils sont suivis sur plusieurs mois avec différents échanges avec le service de l'hygiène, différents contrôles. Le but étant de les faire monter en compétence sur la qualité de leurs établissements. À cette occasion, il y a eu un contrôle aussi au niveau des installations de vidéosurveillance des établissements. Donc c'était vraiment des opérations assez globales. Il y avait un pan aussi sur les locaux déchets. Et à cette occasion, un service de la métropole qui s'occupe de la collecte des déchets était également présent pour faire le point avec les établissements sur les contrats qu'ils ont souscrits. Certains savent qu'il y a des contrats à avoir, d'autres pas. Donc un point sur les contrats qui sont souscrits et propositions de services de collecte par la métropole. Ça a permis de souscrire des contrats, parfois de mettre à jour des contrats qui n'étaient plus adaptés, de procéder aussi à des mises à jour de dotation de bac. Voilà, donc là aussi, on espère une montée en qualité de la gestion des déchets sur les établissements. Parallèlement, il y a aussi des actions de rappel régulièrement des responsabilités avec la présence des agents sur le terrain, quels que soient les services, et aussi des courriers là, cette année spécifiquement sur ce sujet-là. Et puis là, dernière action aussi spécifique sur ce secteur-là, depuis le mois de septembre et jusqu'au mois de décembre, il y a une expérimentation de verbalisation sur ce qu'on appelle la flagrance, c'est-à-dire des équipes qui sont à la fois derrière la vidéosurveillance et des équipes qui sont aussi sur le terrain pour essayer de verbaliser en flagrant délit les personnes qui commettent des infractions. Donc là, le retour est pas encore, on n'a pas assez encore de recul, hein, l'expérimentation elle va aller jusqu'à décembre, mais là sur la première opération, on a eu 3 verbalisations. Donc en 2 heures de temps, c'est plutôt un bon résultat d'avoir 2 verbalisations. Et un autre zoom sur le secteur des salinières. Vous avez peut-être vu récemment quelques articles dans la presse sur ce secteur-là. Il y a un constat de dépôts récurrents à l'issue du marché sur le quai des Salinières. Et donc, la décision forte a été prise il y a quelques mois de procéder à une surveillance, et quitte à, si la situation ne s'améliorait pas, à aboutir à des fermetures temporaires. Donc là, concrètement, les professionnels du marché, des marchés ont été prévenus par la ville de l'intention de renforcer la surveillance et de surveiller vraiment de manière très rapprochée les déchets déposés à la fin des marchés. Donc ça, c'était du 10 au 13 novembre qu'il y a eu cette information aux professionnels sur place, par courrier. On leur indiquait une phase d'observation de 15 jours. Donc cette phase d'observation s'est enchaînée suite à la distribution des courriers. Et malheureusement, l'état de la place du marché à la fin des marchés n'était toujours pas satisfaisante. Donc la fermeture a été effective du 4 au 7 novembre. Donc là, c'est tout récent.
Le marché ont donc réouvert le 8 novembre et là ce qu'on peut constater, les premiers résultats, on constate une amélioration de la situation à la fin de marché, mais c'est toujours pas complètement satisfaisant. À titre d'exemple, pour vous donner un peu des chiffres, alors ça va être un peu macro, enfin global, mais et puis tu compléteras Stéphanie parce que c'est des chiffres propreté, mais on était avant les fermetures, j'avais en tête 3 heures de travail des équipes. Là, suite à la réouverture, on est sur 1 heure d'activité des équipes, donc on peut se dire qu'en termes d'efficacité du service et d'optimisation de l'utilisation des deniers publics, on a un gain quand même collectivement, en plus de la satisfaction d'avoir un cadre de vie agréable. Et en termes de volume de déchets, avant on était jusqu'à 1,6 tonne et l'équivalent de 4 camions. Là, depuis la réouverture, on est sur 1 camion. Donc il y a une baisse significative, mais les efforts sont à poursuivre sur ce site-là. Je vais juste compléter ce qu'a dit ma collègue par rapport à ça. Les chiffres sur les salinières sont édifiants dans le gain de temps qu'ils nous donnent. Mais ce qu'il faut bien intégrer là-dedans, c'est que l'effet va au-delà des salinières, en fait. C'est-à-dire que quand mes équipes ne passent pas 3 heures sur les salinières tous les après-midi, en fait, les 2 heures qu'elles ont gagnées, elles peuvent venir les passer à aller s'occuper du quartier et à faire le travail qu'elles devraient faire dans le quartier. Et pour nous, cette action qu'a fait la ville, qui est un acte fort en fait, c'est quelque chose qu'on a appelé de nos voeux depuis longtemps parce que c'est ce qui nous permet de rendre notre service et de faire notre travail correctement sur les autres rues, sur les autres places du quartier sur lesquelles on doit intervenir. Et donc, par rapport à cette réouverture, et donc la surveillance, elle se poursuit, elle continue. Il y a donc récemment un nouveau courrier d'information aux professionnels leur indiquant, donc on était toujours dans cette démarche-là, la ville était toujours dans cette démarche d'observation et d'attente de bon niveau de propreté des espaces après le marché. Ce travail de surveillance rapprochée a permis aussi d'identifier peut-être des professionnels davantage générateurs de déchets après marché que d'autres. Donc il va y avoir aussi une approche un peu plus individuelle, de manière à éviter autant que possible de devoir procéder à une nouvelle fermeture, sachant que ça reste une possibilité que la ville garde dans sa main. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais juste vous demander de passer la diapo suivante. Voilà. Puisque nous allons passer donc aux questions. Donc petit rappel par rapport aux règles de prise de parole. Donc on fait des interventions courtes, on alterne la parole homme-femme et on essaye de prioriser ceux qui ne l'ont pas déjà prise. Donc je vais vous demander de lever les mains. Et alors, je vous le dis d'avance, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, mais on va quand même faire un temps d'échange. On va faire 2 séries de 4 questions, je pense. Il y a toujours la fiche qui intervient. On va donner la parole à madame ici, ouais, 3e rang, enfin, je sais pas. Déjà, merci beaucoup. Attendez, le micro arrive à vous. Déjà, merci beaucoup, parce qu'effectivement, moi, je suis proprio depuis 4 ans, Cours de la Marne. Et depuis qu'il y a eu les travaux Cours de la Marne, je note une réelle évolution dans le nettoyage. Et je suis très contente, effectivement, de voir que j'ai plus des canettes, des mégots, tout un tas de trucs déposés, des joints sur mon interphone que je venais de changer, remettre à neuf. Enfin, voilà. On voit un vrai changement, donc ça, c'est top. J'ai par contre 2 demandes qui, effectivement, j'ai posé des questions et j'ai pas eu de news à plusieurs reprises. Quand il y a eu les travaux au Cours de la Marne, on continuait de nous déposer des courriers aisés qui nous demandaient de sortir nos poubelles sous 2 jours pour que les bacs soient nettoyés. J'ai mentionné du coup que les courriers déposés sous 2 jours pour des copros au Cours de la Marne comme la nôtre, ça ne marche pas parce qu'on fait appel à des entreprises qui du coup sortent nos poubelles et 2 jours pour s'organiser, c'est pas possible. Surtout que la majorité des temps, on est un proprio habitant pour 18. Donc en fait, si le proprio il est pas là, qu'il est en déplacement, il peut rien faire. J'avais demandé à ce que du coup ils sont envoyés 10 jours avant pour qu'on puisse s'organiser. Plusieurs fois, on m'a dit que ce serait fait et ça n'a jamais été fait. Donc ça reste des sorties inutiles. Ensuite, du coup, quand c'est pas fait, eh ben, c'est par exemple moi, proprio habitante seule de mon immeuble, qui vais le sortir à la place de l'entreprise qui ne le fait pas ce jour-là puisqu'il n'est pas là.
Et en fait, quand je le sors, je me rends compte que c'est pas forcément nettoyé. Donc en fait, en plus d'avoir des courriers trop courts, il n'y a pas toujours le nettoyage des bacs alors qu'on fait l'effort de nous-mêmes les sortir à la place de nos entreprises. Donc s'il peut y avoir quelque chose avec Aisé, si c'est bien l'entreprise toujours en charge de ces choses, pour qu'ils envoient les courriers plus tôt et qu'effectivement ça soit vraiment fait cours de la Marne, ce serait top. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, quelle est la politique vis-à-vis des centres de shoot? Nous, on a eu des gros sujets avec effectivement des junkies qui sont rentrés chez nous. On a fait changer du coup et renforcer notre porte d'entrée, puisque effectivement, il y avait des restes et des déchets de junkies. Et du coup, qu'en est-il, puisque ça impacte la propreté et la sécurité aussi des habitants. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un monsieur qui lève la main pour alterner? Oui, on va dire monsieur devant. Ah, mais il a déjà posé une question, ce monsieur, non? Ah ouais, mais non, monsieur. On va essayer de respecter là. Donc, monsieur derrière, désolé. Alors bonjour, je suis aussi sur le cours de la Marne et effectivement je confirme ce que madame a dit, c'est de plus en plus propre et je vous remercie pour les efforts qui ont été faits de ce côté-là. Mais je ne vois pas les 9 passages par jour côté Place des Capucins. Alors vous avez beau me le dire, moi je le vois, c'est une poubelle à ciel ouvert du mardi au dimanche, tout simplement. Et j'ai fait une demande donc à vos services parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais sur vos photos, il ne s'agit que des déchets des commerçants du marché, essentiellement. J'ai fait une demande pour qu'il y ait des bennes à ordures, ce qui devrait être normal, il me semble, pour un marché. Hein. Et ça fait 8 mois, j'attends. Ça fait 2 ans, la dernière réunion de quartier que j'ai faite, c'était il y a 2 ans. J'ai déjà vu des gens exaspérés à cette réunion. Je constate que rien ne bouge. Comment il faut demander? C'est vraiment ma question. Ok, merci pour votre question. Une dame ici, là, au milieu. Bonsoir. Alors, moi, je vais faire court. J'ai la chance d'être propriétaire à Saint-Michel. Et depuis quelque temps, je ne voyage pas beaucoup. Mais ce n'est pas la peine que je voyage parce que je vis en Inde pratiquement tout le temps. Rue des Bouviers, ce sont des décharges à ciel ouvert fréquentes. Cerise sur le gâteau, nous avions un local déchets rue des Fours, qui était très pratique. J'avais une carte, je pouvais rentrer, déposer mes poubelles, soit de tri, les poubelles jaunes ou des poubelles vertes ou des poubelles grises. Et en fait, ce local, à ma grande surprise, a été fermé par un cadenas. Donc c'est très pratique, vous voyez. Voilà, merci. D'accord, très bien, merci. Et de ce côté-là, est-ce qu'il y a un monsieur? Non, il n'y a pas de monsieur là. J'aimerais bien faire... Bah ouais, alors un autre monsieur de l'autre côté, tant pis. En marron, sweat marron, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Alors moi j'ai 2 questions. La première, j'habite donc à Carl-Vernet. Donc il y a beaucoup de travaux dans cet endroit-là avec des grandes constructions. C'est vraiment des décharges à ciel ouvert au niveau des chantiers. Je voulais savoir qui était responsable pour le traitement des déchets sur la propreté, parce qu'il y a vraiment une question de salubrité, il y a des rats partout, parce que tout le monde dépose des poubelles partout, vu que c'est caché en fait des rues. Mais ça pose une vraie question de salubrité publique pour moi. Et la deuxième question, en fait, c'est même plutôt une remarque qui est plutôt pour vous, monsieur le maire adjoint. Je pense qu'avec le défaut de propreté et le développement finalement sur les murs qui sont apposés à la place des locaux commerciaux qui se développent un petit peu partout autour de Carl-Vernet, parce qu'en fait, il n'y a aucun commerce qui s'installe. Du coup, on emmure les locaux commerciaux qui étaient prévus initialement, et donc il y a énormément de graffitis. Pour moi, tout ça contribue au fait que le quartier ne se développe pas. Et je voulais savoir effectivement ce qui pouvait être fait pour attirer les commerces, parce que sinon, il y aura toujours ces problèmes de graffitis et de poubelles qui seront déposées. Voilà, merci. Merci. On va laisser la parole donc à Stéphanie, Laetitia et Jean-Baptiste Tony, Monsieur Cazot, pour répondre à ces premières séries de questions. Alors, vous risquez d'être un tout petit peu déçus parce qu'il y a des questions sur lesquelles je ne vais pas pouvoir répondre, mais je vais transférer les éléments à mes collègues, notamment sur le volet nettoyage des bacs. En fait, le nettoyage des bacs,
Il y a une séparation qui est faite entre la collecte des déchets et la propreté. La propreté, en fait, c'est les corbeilles, c'est les déchets qui sont posés par terre, mais les bacs de collecte, en fait, c'est de la collecte des déchets, donc finalement, c'est pas mon service. Et j'ai quelques éléments, mais là, sur les questions précises de nettoyage de bacs, de délai de prévenance, on va faire remonter vos observations à nos collègues, parce que j'entends bien la difficulté dans laquelle vous pouvez être, et on va les alerter. De même que votre demande sur le marché des Capucins, quand vous disiez en fait, pourquoi il n'y a pas de benne, vous parliez de bacs de collecte. Oui. Alors des bacs de collecte, en fait, il en existe au sein du marché des Capucins, vu que le marché des Capucins est géré par une société spécifique, et il y a un local avec des bacs de collecte. Il y a une difficulté qui est le mésusage de ces bacs, mais les bacs existent et les bacs fonctionnent. Nous, aujourd'hui, au niveau de la propreté, on ne peut pas venir mettre des bacs ou des bennes, parce qu'on a étudié la solution avec la mairie de quartier, de se dire on vient mettre des bennes, et puis en se disant qu'avec un peu de chance, les commerçants du marché jetteront leurs déchets dans les bennes au lieu de les laisser par terre. Mais en fait, si on fait ça, on vient quelque part normaliser le fait d'abandonner les déchets ou de les poser dans ces endroits-là. Et on n'incite pas du tout les commerçants à utiliser justement les bacs les bacs qui existent sur la zone du marché. Et en plus, on vient collecter ces déchets complètement en vrac. Ça veut dire que le seul endroit où on peut les évacuer, c'est soit un centre d'enfouissement technique, soit une unité d'incinération. Il n'y a aucune valorisation. Au niveau environnemental, en fait, c'est une catastrophe. Et au niveau financier, on se retrouve à dépenser des sommes astronomiques pour l'évacuation de ces déchets. Et financièrement, en fait, on ne peut pas l'assumer aujourd'hui. Alors quand ils sont en même le sol, en fait, quand les équipes de propreté les ramassent, en fait, elles les mettent dans des bennes. Et ensuite, typiquement, l'équipe qui intervient essentiellement sur le quartier Bordeaux Sud va soit sur notre site qui est sur le centre de Paludade, soit sur un site qui est de l'autre côté de la rivière, sur le site de Matteotti. Et là, on a nos mini-déchetteries à nous. Et sur ces mini-déchetteries-là, en fait, on fait notre propre tri. Donc en fait, le bois va avec le bois, la ferraille avec la ferraille, les cartons, en fait, on les sépare. Là, on est en train même de travailler pour de nouvelles filières pour pouvoir évacuer correctement tout ce qui va être déchets d'ameublement qui partiraient dans des filières spécifiques s'ils allaient en déchetterie. Et donc, on est en train de mettre en place ces choses-là pour essayer d'optimiser notre taux de valorisation. Mais en fait, avec une benne, il faut la redécharger au sol et il faut l'évacuer. Alors que quand je charge mon camion, en fait, mes équipes le chargent intelligemment et en fait, derrière, on sait le gérer. Quand des déchets sont mélangés, on ne sait pas faire. On va laisser... vous avez la petite fiche si jamais il y a des questions supplémentaires, et puis il y a toujours le pot qui est à la fin pour continuer les échanges. Je vous propose de laisser les collègues répondre aux autres questions. Sur la question sur la fermeture du local à déchets qui était sur la rue des Bouviers, alors effectivement, c'est nos collègues de la collecte qui ont été contraints de le fermer après plusieurs constats du fait que en fait, ce local commençait à se transformer en salle de shoot. Et avec, pour le coup, des personnels qui aussi n'ont pas pu intervenir parce qu'il y avait des gens dans le local. C'est la raison qui a fait que le local a été fermé. Je ne suis pas certaine que ce soit une solution définitive, mais c'est une solution qui, pour l'instant, est dans l'attente de résoudre ce problème-là. Parce qu'au bout d'un moment, si nous, on n'y va pas, vous n'irez pas non plus s'il y a des gens en train de se piquer à l'intérieur. Et je crois que c'est la seule question... sur Carl Vernet, sur la dissociation qui est responsable au niveau de Carl Vernet. En fait, sur les zones d'aménagement, comme ça, en fait, quand les bâtiments, quand on a des constructions, en fait, Bordeaux Métropole remet à un aménageur les emprises, la voirie ou la zone sur laquelle va être construite le bâtiment. Pendant cette période-là, on n'en est pas responsable. Et moi, pendant cette période-là, mes équipes ne vont pas y faire la propreté. Typiquement, sur Carl Vernet, quand c'est en chantier, tant que la voirie n'a pas été terminée, qu'elle ne m'a pas été livrée, en fait, je n'interviens pas. Et il y a une particularité qui est toute la partie sur laquelle il y a des espaces verts, sur lesquels il y a un délai avant que nous, on le reprenne, parce que pendant ce délai-là, en fait, l'entreprise qui a planté les végétaux est garante de la pousse de ces végétaux, et que, en fait, dans ce cadre-là, c'est elle qui doit y exécuter la propreté. Et pendant cette période-là, nous, on intervient de façon exceptionnelle s'il y a des problématiques. On est intervenu au moment de l'ouverture de l'école Frida Kahlo parce qu'il y avait des déchets partout, qu'on ne pouvait pas laisser les enfants démarrer dans ces conditions-là. Mais ce n'est pas notre rôle. Et c'est à ce moment-là, on a remis
les équipements à quelqu'un qui doit en assurer complètement la gestion. Je vais laisser mes collègues. Oui, alors pour compléter, donc sur Carl Vernet, les façades qui ne sont pas encore livrées. Alors les façades, je pense que vous parlez autour de la place d'Armagnac. Alors donc là, on est en rapport avec le PAE Atlantique, c'est-à-dire que c'est toutes les parcelles qui ont été acquises par le PAE Atlantique et qui ont été vendues après à différents promoteurs. Tant que le chantier n'est pas fini, c'est de la responsabilité du promoteur de nettoyer tous ses abords. Alors, si moi j'ai des points réguliers avec la directrice de l'EPAE Atlantique, et quand il y a des sujets comme quand on a ouvert le groupe scolaire provisoire Frida Kahlo, là, à côté du pont de la Palombe, où c'était quand même des friches avec une déchetterie à ciel ouvert, c'est l'EPAE Atlantique d'un côté qui a tout nettoyé, et de l'autre côté, c'est la SNCF, parce qu'il y a des barrières chantiers, c'est le terrain de la SNCF. C'est au propriétaire de nettoyer son bien. Donc, toutes les demandes arrivent à la mairie de quartier, c'est sûr. Après, nous, on répercute donc vos demandes sur le propriétaire, et le PAE Atlantique, quand il y a des déchets, ben, moi, je les préviens et en principe, ils doivent nettoyer. Pareil pour la SNCF de l'autre côté. Sur les pieds d'immeubles qui ne sont pas occupés, alors ça, c'est une vraie problématique de livraison, même à côté, la rue, sur la place Ferdinand Buisson, là, alors là, il n'y a pas les palissades, il y a les vitres, mais c'est inoccupé aussi. Donc là, il aurait dû y avoir une crèche avec 40 berceaux. Et là, il n'y a personne, aucun acteur économique qui a trouvé un moyen de s'installer là, parce que soi-disant, le quartier, il n'y a pas encore assez de population pour que qu'il y ait un équilibre économique qui soit trouvé. Pareil autour de la place d'Armagnac, où il y a les vitrines qui n'existent pas, puisqu'elles sont en parpaing, hein, elles sont parpinées, voilà, ou avec des palissades, et c'est absolument inacceptable. Mais le PA essaye de travailler, mais les loyers sont un peu chers, et il n'y a pas de commerçants qui s'installent. Alors là, il va y avoir quand même un restaurant qui va s'ouvrir. Là, il est en train de faire des travaux à l'intérieur, et on est en pourparlers pour qu'il y ait une boulangerie qui s'installe sur la place d'Armagnac, là, sur ce plan-là. Et c'est une vraie difficulté, mais nous, c'est l'aménageur, c'est de la responsabilité de l'aménageur, c'est-à-dire le PAE Atlantique, de trouver des commerçants. Et tant qu'à côté, c'est une zone de chantier, ben, les commerçants, ils hésitent à venir s'installer. Parce que pour s'installer, aussi, bon, ça a été mal ficelé, hein, je n'ai pas peur de le dire, mais quand on fait un pied d'immeuble et qu'on le vend béton brut, le commerçant qui vient s'installer, il faut qu'il installe ses vitrines, il faut qu'il installe tout son magasin, il faut qu'il sorte un billet qui ressemble quand même autour de 100 000 euros pour venir s'installer. Donc après, il faut que son modèle économique il tourne. Et c'est là où on est un peu coincé, c'est-à-dire qu'à côté, ben, pour l'instant, on n'a pas sur ce projet-là, c'est coincé. Sur l'autre côté des voies ferrées, sur Amédée Saint-Germain, là, tous les pieds d'immeubles ont pu trouver une vocation parce que le quartier est fini et tout ce qui est autour des citernes, voilà, je ne sais pas si vous allez par là-bas, l'atelier des citernes et tous les magasins qui sont autour, ils vont fonctionner correctement. Et on s'est servi, nous, de cet exemple pour que dans l'avenir, ça ne se reproduise plus. Et dans la diapositive que je vous faisais voir tout à l'heure sur le projet Canopia et Apsis, tout va être fini en même temps. Voilà. Comme ça, les pieds d'immeubles, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de commerçants qui s'installent parce que tous les hôtels, logements et magasins qui devaient s'installer, ben, ils s'installent tous en même temps pour que le quartier prenne vie en même temps. Le problème d'Armagnac et tout ça, c'est qu'on voit bien, c'est que c'est un chantier permanent qui a commencé il y a 10 ans et qui va finir dans 10 ans. Donc c'est une problématique et c'est le fait d'avoir eu un aménagement par l'eau, le Covid qui est venu compliquer tout ça, les programmes immobiliers de l'EPAE Atlantique qu'il faut revisiter complètement. Là, à côté, la place Ferdinand Buisson, j'étais avec les promoteurs Vinci, sur l'îlot Mainjol. Je pense que vous voyez très bien où c'est, à côté de l'école Beck, sur cet îlot-là. Il était prévu 20 000 m² de bureaux.
20 000 m² de bureaux, maintenant c'est terminé. Plus personne ne veut acheter des bureaux. Donc leur programme Vinci Immobilier de faire 20 000 m² de bureaux, ça tombe à l'eau. Donc pour l'instant, ils ne savent pas quoi faire. Alors ils vont nous faire 2 hôtels, un hôtel 4 étoiles, un hôtel 2 étoiles. Voilà, donc sur cet îlot-là. Mais après, la programmation de l'EPR Atlantique, c'était une vraie difficulté. Voilà, et du coup, les pieds d'immeubles, c'est pour ça que malheureusement, ils sont un peu ils sont inutilisés, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il reste 2 questions sur le centre de shoot et les graffitis. Les graffitis. C'était qu'est-ce qui peut être fait pour les commerçants par rapport aux graffitis dans le quartier? C'était sur les locaux qui ne sont pas occupés. Excusez-moi. Alors, réponse rapide pour les centres de shoot. Oui, il y a une politique. Malheureusement, c'est pas moi qui suis en charge. Je ne sais plus qui avait posé la question. Mais par contre. Attendez, madame, vous avez un micro. Alors, moi, je ne pourrais clairement pas vous répondre parce que du coup, ce n'est pas du tout le sujet que je suis. Par contre, je suis d'accord avec vous que ça pose beaucoup de difficultés en termes de sécurité, c'est évident, mais de propreté. Et ce n'est pas le cas uniquement dans ce secteur-là. Hein. Autour de Victor Hugo, on sait qu'on a régulièrement les agents de propreté qui se retrouvent eux-mêmes en difficulté presque éthique parce qu'ils doivent intervenir, c'est parfois dangereux. Puis en même temps, ils veulent faire leur travail. Ils voient aussi que souvent, c'est lié à une déstresse sociale, ils sont très embêtés face à ça. Par contre, je pense qu'il y a des fiches pour poser des questions, c'est ça? Oui, il y a des fiches et puis nous, on peut... Enfin, s'il y a des contacts pris avec les collègues sur cette thématique-là, on peut attendre les réponses et les intégrer au compte rendu. Et par exemple, la brigade anti-incivilité, c'est une bonne action à leur donner aussi, puisque comme la police nous dit qu'ils ne peuvent rien faire tant qu'il n'y a pas eu agression, et nous, il y a eu une agression. C'est ça qui a fini par accélérer la chose. Mais en fait, il ne faut pas attendre l'agression. C'est ça le problème. Non, c'est évident. Après, là, pour le coup, la brigade anti-incivilité qui se concentre sur l'incivilité qui ont été listées, elle a déjà énormément de choses à faire. Alors, moi, l'idée, là, c'est qu'on prenne votre question, qu'on la transmette à l'adjoint qui est en charge de la sécurité, parce que je sais que c'est un vrai sujet. Il est très engagé sur cette question-là, mais je n'ai pas, moi, la réponse. Donc, je suis désolé. Et puis, sur le nettoyage des bacs, effectivement, moi c'est pas non plus revenu jusqu'à moi, donc on peut en parler, c'était vous aussi, hein. On en parle après, je sais pas qui vous aviez fait la demande, c'était à la métropole Ok, c'est pas venu jusqu'à moi, mais bon, c'est curieux, donc on en reparle après, vous me donnerez votre adresse et puis je relancerai la métropole à ce sujet. J'avoue que je ne sais pas comment ils s'organisent pour ça. Moi, quand je suis concerné, en général, j'ai quand même plus que 2 jours, donc c'est assez curieux que ça arrive comme ça chez vous, donc on posera la question. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Ce qu'on va faire, c'est comme l'heure tourne et qu'on ne va pas non plus déborder trop. Je vais prendre 2 questions et après, il y a les petites fiches et le pot qui continue. On va prendre madame dans le fond à droite. Bonjour, question beaucoup moins polémique. À propos des vélos qui sont récupérés et donc confiés à une association, c'est quoi leur seconde vie ? Est-ce que socialement, on les vend peut-être moins cher à des personnes qui ont des besoins? Ou est-ce que c'est juste pour que l'association se fasse de l'argent? Voilà. Merci beaucoup. Et la parole à monsieur au fond à gauche. Et après, je vous invite à noter vos questions sur les petites fiches. Et il y a le pot pour poursuivre. Monsieur, là, voilà, avec la casquette. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis vraiment favorable pour qu'on remette des grands bacs tous les X mètres dans les rues, plutôt que tous ces petits bacs qui sont sur les trottoirs. Et je trouve que c'est... je pense qu'on aurait à y gagner de mettre des grands bacs. Et je serais favorable pour qu'on fasse un essai sur 2 ou 3 rues ou sur un petit secteur délimité. Parce que je trouve quand même que c'est, en termes de productivité, vous ramasseriez beaucoup plus si un camion venait à s'arrêter 10 fois plutôt que 50 fois. C'est comme ça qu'on ramasse des déchets dans beaucoup de villes et je trouve qu'on pourrait peut-être s'en inspirer. Merci beaucoup. Donc voilà, la parole aux collègues. Première réponse sur les vélos. Alors heureusement que les associations se font un peu d'argent dessus parce qu'en ce moment elles sont quand même de moins en moins soutenues malheureusement. Donc heureusement qu'elles trouvent un modèle économique. En l'occurrence là, c'est pas nous qui avons choisi, c'est l'éco-organisme qui a choisi. C'est la recyclerie sportive
qui récupèrent les vélos et donc ils sont revendus dans leur recyclerie. Et puis je pense qu'ils doivent aussi avoir des accords avec d'autres recycleries partenaires. Alors, comme c'est des recycleries, c'est revendu à très bas coût. Mais derrière, il y a toujours, de toute façon, ils font un travail de réparation, de réemploi, mais voilà. Voilà, c'est des vélos épaves, donc il ne reste pas forcément toujours beaucoup de choses à récupérer, mais ils peuvent récupérer peut-être le cadre, une roue qui fonctionne. Et, voilà. Et sinon, si c'est plus du tout récupérable, ça va en recyclage. Votre question est très très importante pour nous et très intéressante, mais elle n'a pas de réponse simple. Depuis 3-4 ans maintenant, la ville et la métropole de Bordeaux sont adhérente de l'association des villes pour la propreté urbaine, qui rassemble plein de villes de France, mais aussi de Belgique et de Suisse. Donc on échange énormément, des grandes villes, des très grandes métropoles jusqu'aux petits villages. On échange énormément sur leurs pratiques de propreté, de gestion de déchets. Donc c'est des retours d'expérience qui sont extrêmement intéressants. Sur cette question en gros, ce qu'on appelle la pré-collecte, le bac individuel, le point d'apport volontaire dans la rue, le local de pré-collecte, il n'y a aucune solution universelle. Par contre, il y a des solutions qui sont adaptées à des secteurs particuliers. La difficulté, et je pense que c'est aussi à cela que vous faites référence, qu'on a sur Bordeaux, c'est qu'on a une très belle ville de pierre, mais avec une architecture particulière. Souvent, on me compare à Paris, on me dit, regardez, à Paris, ils font comme ça. J'y habité aussi à Paris il y a longtemps. Ils ont des trottoirs qui font 100 mètres de large. Ils ont des entrées d'immeubles qui font à peu près la même taille. Donc c'est facile de rentrer son bac quand on habite à Paris. À Bordeaux, c'est pas pareil. Et donc forcément, on se retrouve avec des bacs, comme on ne peut pas les rentrer, ils se retrouvent très souvent tout le temps dehors. Donc se pose la question ensuite des points d'apport volontaires. Ça, c'est quelque chose que l'on va étudier très prochainement. On est en train d'échanger avec l'Université de Bordeaux pour faire travailler des étudiants sur cette question de l'urbanisme de la ville, l'architecture, l'urbanisme, aussi un peu de social et la gestion des déchets, parce que l'idée c'est pas de dire super, le point d'apport volontaire c'est magique, ça marche très bien à Barcelone, donc on va faire ça massivement sur Bordeaux. Il y a des secteurs, ça ne marchera pas du tout. Donc l'idée c'est plutôt d'essayer de faire une étude qui soit assez précise pour se dire dans tel secteur, vu la typologie d'habitat, la typologie des rues, la typologie d'habitants, les poubelles individuelles marcheront très bien. Là, en revanche, ce sera plutôt des points d'apport volontaires. Là, en revanche, ce sera plutôt des locaux de collecte. Ça, c'est des études qui n'ont jamais été faites et c'est regrettable. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. On a des échanges et on a eu un accord, d'ailleurs, je crois, de l'université pour avoir deux étudiants stagiaires qui vont venir pendant 6 mois pour travailler sur cette question-là, urbanisme et gestion de déchets. Donc je n'ai pas de réponse précise aujourd'hui, mais en tout cas c'est une vraie question qu'on se pose depuis assez longtemps. Merci. Donc, Monsieur Cazot, pour le mot de conclusion. Oui, alors un mot de conclusion à compléter sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on instruit aussi des permis de construire et des déclarations de travaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cœur historique, comme à Saint-Michel, etc., chaque fois qu'il y a un permis de construire qui est déposé parce qu'il y a une rénovation ou autre, on impose en rez-de-chaussée un local poubelle et un local vélo. Ça, alors il y a certains propriétaires, ils sont pas très contents parce qu'ils vendent et puis du coup l'appartement qui était au rez-de-chaussée, mais du coup c'est plus un appartement, c'est un local. Mais si on veut que sur le cœur historique il n'y ait plus de poubelles qui sont sur l'espace public, il faut bien les mettre quelque part. Et ça c'est une déposition, ça se fait. Mais bon, vous comprenez bien que les permis de construire, on ne refait pas tout le quartier en 5 ans, même peut-être en 20 ans. Mais c'est quelque chose qui est une volonté affichée pour que ça se fasse comme ça. Parce qu'à Paris, c'est vrai qu'à Paris, les entrées d'immeubles sont grandes. Il y a des équipes qui passent, ils sortent les poubelles. Une demi-heure après, il y a la collecte qui passe. Et une demi-heure après, les équipes qui rentrent les poubelles et tout le monde paye ce service. Mais à Bordeaux, malheureusement, avec l'architecture, pour l'instant, c'est pas possible. Et les bacs de 750 litres sur l'espace public, comme ça, on a essayé un peu à Saint-Michel. Après, la personne, le propriétaire ou le locataire qui a son bac devant chez lui, il n'est pas quand même très content. Donc, c'est surtout que généralement, le bac, il appelle aussi à côté quelques dépôts sauvages et c'est pas tellement une solution. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas il y a plusieurs petites solutions. Et de toute manière, moi je dirais comme mot de conclusion, c'est que la ville ne se salit pas toute seule.
Voilà, si on regarde bien, les déchets, ils ne tombent pas du ciel. Je pense que ce n'est pas vous qui les mettez sur la voie publique. Donc c'est quand même un sujet majeur. Ce sont des incivilités. Et voilà, c'est l'éducation aussi. On n'en a pas parlé. On fait des opérations régulièrement pour nettoyer des déchets. Sur le cours de l'Isère, on a fait 2 ou 3 fois l'opération de la Belle Isère sur la place d'un Souti. Il y a eu des opérations pour sensibiliser donc les lycées, les écoles à ce problème de déchets. Voilà, ça commence aussi par les tout petits qui éduquent aussi des fois les parents. Voilà, donc je conclus. Du coup, je vous remercie infiniment d'être venus nombreux, d'avoir été attentifs, d'avoir posé des questions très pertinentes. J'espère que les réponses l'auront été tout autant. S'il reste encore quelques questions en suspens, nous sommes là pendant un petit moment pour en parler en tête à tête. Et je vous remercie encore et je vous souhaite donc une belle fin de soirée. Merci bien. Merci à tous et n'hésitez pas à poser les fiches contact et évaluation sur les chaises, on les récupérera et on vous transmettra le compte rendu très rapidement. Merci beaucoup.